Alors Shadowmaker, c'est très peu connu. C'est très très Black Hat. Mais à l'époque, ça me permet de créer des PBN de fou furieux. Il y a quelques SEO très connus qui m'ont vu sur un gros mot-clé de l'époque, en top 3. J'ai participé en 2010 à l'émission de télé la plus regardée chez les jeunes l'été. C'était Secret Story. Moi, je dis toujours, on est à 2 clics de la profitabilité. On clique sur la pub, on clique sur l'offre, on achète. Pendant un mois, ça faisait en SEO pur, j'étais premier sur la marque, hein. Mais premier sur la marque entre 2 et 3 000 euros au jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anto et comme vous pouvez le voir, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir notre pote Bastien. Salut Bastien, comment tu vas ? Salut. Bah, ça va super bien, je vous remercie de m'avoir invité. Je regarde tous vos épisodes, les gars. Je le place dès le départ. Je regarde bien. Franchement, je kiffe. Et pour moi, je suis vraiment super content que vous m'invitiez dans un de vos épisodes. Je suis super content. Bah, tout le plaisir est pour nous, honnêtement. Voilà, on va pas se cirer les pompes pendant 30 ans, mais c'est un grand honneur de t'avoir aujourd'hui. Et je suis sûr que les gens... Alors, il faut savoir, on le dit dès le début, et ça sera en description, mais tu as une chaîne YouTube qui est géniale sur l'affiliation. Tu parles de business web aussi, mais vraiment axé affiliation et media buy. Dans ce podcast, aujourd'hui, on va déjà apprendre à te découvrir, parce que tu as une histoire qui est quand même assez atypique. Et surtout, ce qui est génial, c'est que ça fait très longtemps, encore plus longtemps que nous, en fait, que tu es dans ce monde-là. Ça fait 15 ans, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu moins. Ça fait 15 piges. Ouais, donc c'était vraiment, pour le coup, je pense que c'est compliqué de trouver plus old school que toi de ce côté-là. Et autre chose aussi, pour continuer un peu sur le tirage de pompe, mais c'est mérité. C'est l'une, je pense, à tous les Wizards, l'une de nos rencontres cette année la plus inspirante en réalité, parce qu'on ne te connaissait pas avant. Et voilà, je pense que notre audience aura l'occasion de découvrir qui tu es au travers de tout ce qui pourrait être dit dans ce podcast. Mais en tout cas, un grand honneur. Merci Bastien encore une fois. Je tiens à dire pour tous les gens aussi qui découvrent peut-être ce podcast avec cet épisode, Wizard Podcast, c'est un épisode toutes les semaines. On parle de business web, on parle de make money, on parle de plein de choses très chouettes. Et vous retrouverez en description une formation complètement gratuite sur la vente de liens, qui est l'un des moyens aujourd'hui les plus simples, pour être tout à fait franc, de faire concrètement de l'oseille sur Internet en partant de rien ou de presque rien. Voilà, donc comme ça, tout ça est dit et on peut rentrer dans le vif du sujet. Et ce que je te propose, Bastien, c'est que moi, j'aimerais bien savoir, même si en réalité je le sais déjà, mais comment est-ce que tu as eu le premier déclic business, que ça soit business en ligne ou hors ligne d'ailleurs? À quel moment déjà tu t'as commencé un petit peu à faire tes armes en fait sur le web ou pas? Ouais, moi ça a commencé hyper jeune. Franchement, au lycée, quand tu commences à regarder dehors, à dire qu'est-ce que je fous là? Quand tu vois tes potes qui disent ouais, ben moi je vais être banquier, je vais être salarié dans une boîte, machin. Moi ça m'a toujours fait flipper. Vraiment, j'avais aucune appétence, tu vois, pour le monde du salariat. J'ai jamais été salarié. Ça m'a toujours vraiment profondément bloqué. Et en fait, mon premier contact avec le business, vraiment, c'est quand j'ai commencé à faire des sites internet. Pour la petite anecdote, en 2004, donc tu vois, ça remonte. En 2004, j'avais fait un site internet sur le breakdance. C'était le sport que je faisais à fond. Et en gros, il y avait un gros site qui s'appelait Style de Ouf. Et nous, en gros, dans la région bordelaise, on voulait proposer nos vidéos, tout ça, un petit peu montrer ce qu'on faisait. Et je m'étais dit, bah, tu sais quoi, je vais créer un site. Sauf qu'à l'époque, pas de WordPress, pas de CMS facile ou quoi. Donc, t'achetais au début des kits graphiques, pour ceux qui ont connu. Et puis, t'apprends un petit peu comme ça. Puis surtout, il n'y a aucune notion de, tiens, je vais monétiser ce truc-là. C'est vraiment pure passion. Et puis surtout, à l'époque, le SEO, ben, j'en avais rien à faire. C'était vraiment, on devait importer nos vidéos, enfin vraiment à l'ancienne, tu vois? Il y avait pas de YouTube ou quoi, on devait demander à des gars d'aller filmer, un délire. Mais première expérience. Et puis, je suis au lycée et je me dis: «Tiens, c'est marrant, il y a du business sur internet». C'est pas très, très, répandu, personne n'en parle autour de moi.
Je suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs non plus, tu vois. Et, euh, et je me dis, bon, je vais voir ce qui paye le mieux sur Internet. Et puis je commence à chercher, tu vois. Et je tombe sur des offres casino. Et je me dis, tiens, c'est marrant. Il y a des mecs qui gagnent de l'argent en étant juste des intermédiaires. Ils sont juste apporteurs d'affaires. Et si quelqu'un vient dans le casino, dépose une petite somme d'argent, le casino me remercie avec un CPA assez intéressant. Donc je me dis, tu sais quoi, j'ai pas de site, j'ai rien, mais j'ai grave de potes. Donc je commence à me dire, les gars, vous allez vous faire de l'oseille. Si tu viens t'inscrire dans le casino, en passant par mon lien, que tu mets la petite somme d'argent, ainsi de suite, tu vois. Et en fait, là, je commence à comprendre que ça s'appelle de l'affiliation. Et là, ça a été vraiment le premier truc où, bon, au bout de très rapidement, t'as plus de potes, hein. C'est-à-dire que tout le monde a joué le jeu, à la fin, il n'y a plus personne, tu vois. Donc tu te dis, on va essayer quand même de trouver une autre strate. Et puis, je laisse ça un petit peu retomber, puisque bah, je passe le bac, j'arrive en fac de psycho, et moi, je suis passionné depuis l'âge de 16 ans de tout ce qui touche à la communication efficace, à la psycho, à l'inconscient, à l'hypnose, toutes ces choses-là. J'étais à l'internat, je commence à tester des trucs sur mes potes. On commence à pas trop mal rigoler parce qu'il y a des choses assez drôles à tester. Et je commence vraiment à me passionner là-dedans, tu vois. Et je retrouve le business qu'à partir du moment où je me dis, bon, je suis étudiant, j'aime ce que je fais, mais j'ai besoin d'argent. Mes parents, ils n'ont pas assez d'argent pour me financer ma vie d'étudiant. Que j'habite, mes parents sont sur Lyon à ce moment-là, moi je suis sur Bordeaux. Euh, j'ai fait 2-3 conneries sur Internet, mais rien de bien palpable. Et c'est à partir de là que je me dis, bon, je vais me mettre à donf sur tout ce qui existe et je vais chercher le moyen le plus rapide, puisque j'avais pas beaucoup de temps, puisque sinon j'allais bosser chez McDo ou préparateur de commandes, enfin des choses d'étudiants, tu vois, que tout le monde fait de façon classique. Et t'as quel âge à ce moment-là, Bastien? J'ai quel âge? J'ai 19 ans, même pas, je sais plus. Ouais, par là, tu vois, 19 ans. Je commence à 18-19 ans, ouais, je commence à vraiment me dire, ok, je m'y mets à fond. Je commence à en parler à mes potes ils me disent, ouais, n'importe quoi, si ça existait, ça se saurait. T'en parles à ta famille a dit, non, va te trouver un vrai boulot, tu fais n'importe quoi. Donc, t'es quand même, tu sais, je suis un petit peu, en plus, à cette période-là, il n'y a pas vraiment tout le côté mindset business et tout ce qui va avec, tu vois. Donc, je me mets en mode à donf et je cherche vraiment le moyen le plus rapide. Et le moyen le plus rapide, je tombe sur SEO Black Hat. SEO Black Hat, ça m'emmène où? Ça m'emmène sur des serveurs russes. À l'époque, j'étais obligé. Il n'y avait pas Chrome avec la traduction en temps réel, tu vois, de la page où tu appuies juste sur un petit bouton. Je sélectionnais le texte. J'allais sur Reverso ou des conneries comme ça et je traduisais les trucs avec une traduction infâme, mais j'essayais de comprendre. Et parce que les mecs disaient, ouais, mais moi j'arrive à me positionner hyper vite et tout. Et à partir de là, je me dis, tu sais quoi? C'est eux qui ont raison. Ils arrivent à aller hyper vite, à faire des trucs de fou. Donc, je vais me mettre dans leurs chaussures et je vais essayer d'apprendre via les forums, via les posts, tu vois, de l'époque. Et je vais mettre toutes mes petites économies dans un logiciel qui s'appelle Xrummer, pour ceux qui s'en souviennent. Xrummer, j'achète Scrapbox, j'achète... Ensuite, il y a eu LFE, tous ces tools de boomer que vous n'avez pas connus. Et à partir de là, je sais pas, je me dis, tiens, je vais tâtonner. J'y vais à donf, sauf que je me dis, je commence pas tout de suite par le casino en ligne, j'ai envie de me faire la main sur des trucs qui me semblaient un peu plus accessibles, et je créais un infoproduit. Et l'infoproduit que je créais, c'est un e-book qui expliquait comment gagner sa vie sur les sites de petites annonces grâce au fait de trouver des listes de fournisseurs, à commander des stocks. Je te parle de ça, on est fin 2007, début 2008. Ouais. Donc pas d'AliExpress, pas d'Alibaba, pas tout ça. Et je fais une page éclatée. Et quand je vous dis éclatée, les gars, vous avez jamais vu ça, ça pique les yeux, hein, vraiment. Et en gros, il me faut, je pense, une dizaine de jours pour être top 20. 15 jours après, j'étais top 10. Et sur des requêtes très très recherchées sur la brand. Je ne vais pas vous citer la marque parce que j'ai eu des problèmes après. Mais c'est un très très gros site sur lequel on a l'habitude de mettre des petites annonces. Et du coup, là, tu te réveilles un matin et tu vois que tu as fait des ventes d'e-book. Je mettais ça à 10 balles, tu vois. Et là, pour moi, j'avais gagné au casino. C'est-à-dire que j'avais mes études d'un côté et j'avais vraiment la sensation d'avoir gagné au loto, au casino, à tout ce que tu veux. Parce que pendant que je suis en train de faire mes études ou sortir en soirée ou quoi, mais je regarde mon téléphone et je vois des notifs PayPal. Et ça a été un énorme switch, tu vois. Donc désolé, la réponse, elle est un peu longue. Mais Non, c'était en pour vrai, faire c'était parfait.
Au top. Au top. Franck, je sais pas si tu veux enquiller. Non, bah en fait, tu peux continuer un peu sur la suite parce que tu as quand même beaucoup de choses à dire. C'est... Bah là, en c'est- fait, en gros, pendant cette période-là, je me dis, tu sais quoi, je vais essayer d'atomiser le plus de mots-clés possible. Et en fait, je me sentais un peu solo. Je voyais qu'il y avait une communauté francophone. À l'époque, il y avait je pense, la meilleure période de la communauté francophone à ce moment-là. Euh, je découvre Rudy, à l'époque, qui était connu pour être un gros spammer. On commence à sympathiser. Il me dit, ouais, écoute, j'ai mon forum qui s'appelle Black Attitude. Il faut absolument que tu rentres dedans et tout. Il y a que des mecs qui ont une bonne vibes. Donc je rentre dedans et je vois des gars qui font des délires, des trucs de ouf, et qui me donnent d'autres idées. Et à partir de là, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais taper d'autres trucs, des trucs connus, donc casino, tout ça. Donc je me mets à fond dans le casino en ligne. Je commence à être top 10, top 5 sur des gros mots-clés. Et puis, je me dis, tiens, il y a la minceur aussi. Et puis, tiens, il y a ceci. Et puis, tiens, il y a cela. Mais toujours en mode challenge de jeune étudiant qui fait ça à côté de ses études, sans perspective, en mode, c'est mon business model, j'arrête les études et je me mets que là-dedans, tu vois. Donc, je pars là-dedans. J'ai LFE. Il y a un dev français qui sort Autosplog que tu pouvais connecter dessus et qui permettait en fait de faire de la bouillie de texte déjà à l'époque, parce que Google comprenait rien. C'était assez simple au final de faire du contenu qui rank. J'achetais des quantités astronomiques plutôt que les faire par les logiciels. Je préférais les acheter. C'était des quantités astronomiques de Blogspot. Donc pour ceux qui ont connu les blogueurs, là, les Blogspot, l'avantage c'est que ça rankait instant. En fait, ça permettait d'indexer en temps réel. En fait, tu pouvais indexer un article en temps réel et tu avais même l'option sur Google à l'époque où tu pouvais voir en temps réel tes articles arriver. Comme ça, tu les voyais arriver sur l'écran. Ils s'indexaient en temps réel. Et après, Google a arrêté de montrer cette feature parce qu'ils se sont dit, les gars, là, ils commencent à avoir des trucs, on va pas trop leur en mettre plein la vue. C'était une époque où il y avait autre chose que vous n'avez pas connu, c'est Yahoo Site Explorer. Yahoo Site Explorer, c'était, les gars, c'était le href, le SEMrush de l'époque, puisqu'en gros, tu voyais les liens d'un site. Et c'était Yahoo qui proposait ça. Et on utilisait tout ça, on était comme des dingues, tu vois, tu mettais l'URL, bam, tu voyais tous les liens qui pointaient sur ce site-là. Et c'était hyper intéressant de reverse engineering un peu le truc, tu vois. Et jusqu'au jour où ça a fermé, où on a tous hissé le drapeau, tu vois, en mode merde. C'était un outil gratuit, c'était hyper bien. Mais il y a des gros clients qui sont arrivés après. Et pour revenir à cette période-là, moi, en même temps, bah, je me mets à fond dans tout ce qui est psycho. À la fac de psychologie, ça me plaît moyen, puisque je suis passionné par tout ce qui est programmation neurolinguistique, donc la PNL, donc l'art de communiquer efficacement, d'influencer, tout ça. Et je m'inscris aussi dans une école pour devenir hypnothérapeute. Et je deviens le plus jeune diplômé de l'école. En gros, j'avais que des personnes. Moi, j'avais 20 piges, tu vois. Et à côté, j'avais des personnes qui avaient le double de mon âge et qui se formaient à ça ou qui étaient en reconversion. Donc, du coup, j'ai toujours eu, c'est même jusqu'à aujourd'hui, cette double casquette qui peut être aussi à la fois mon yin et mon yang. Sur le côté black hat, le côté white, avec toujours des projets un peu black, mais aussi beaucoup de white. Il y a toujours cet équilibre dans ce que je fais, avec du concret, du palpable. Et puis, un côté un petit peu, tu vas tester des trucs, parce que les années qui ont suivi, j'ai fait d'autres dingueries avec d'autres logiciels, d'autres trucs. Mais ça a été le premier pas de, les gars, c'est possible. C'est pas parce qu'on n'en parle pas partout que c'est pas mainstream, qu'il n'y a pas des gars qui peuvent gagner des sommes astronomiques. C'est pas parce que. En fait, ce qui est bizarre, c'est que toi, tu arrives, tu gagnes en une journée ce que tes potes ils gagnent en tant que salaire étudiant en plusieurs mois. Et en fin de compte, tu vois qu'il y a un décalage énorme, mais tu te dis que toi, t'es un microbe en fait. Et tu le sens tout de suite que comparé surtout dans le Black Hat, t'es insignifiant. Et au final, t'es un peu feignasse, tu vois. Tu fais tes trucs, mais tu t'imagines pas que Google va arriver avec Panda, que Google va arriver avec Pingouin, que Google va arriver avec tout un tas de mises à jour qui va complètement pulvériser ton business model Black Hat, tu vois.
Donc, tu es un petit peu en mode, ok, bah aujourd'hui, on m'a parlé. Alors, par exemple, un truc que j'ai fait, c'est que c'était la grande mode de Adopte un mec. C'était avant Tinder. Bah, moi, en fait, je me suis dit, les gars, je vais créer un infoproduit sur comment draguer là-dessus et mieux ressortir et avoir des trucs. Bah, en gros, si tu tapais à l'époque Adopte un mec, j'étais juste en dessous. Les mecs, ils voyaient écrit en gros. Alors, si on en revient sur le CTR et compagnie, sur le squatting de brand, j'étais positionné sur des mots-clés très, très, très recherchés où les gens avaient la flemme de taper dans la barre d'adresse l'URL. Ils allaient sur Google pour taper Adopte un mec, puis ensuite aller sur Adopte un mec. Que font encore les gens aujourd'hui qui ont un certain âge. Mais en gros, ils voyaient mon site en dessous et je vendais ça pas cher, tu vois. Et c'est plein de petits projets comme ça, en plus de côté plus crado, quoi. Mais du coup, tu as toujours été un peu. Enfin, tu as beaucoup commencé avec ce côté infoproduit. C'est assez marrant parce que tu dis que tu as commencé avec l'affiliation, mais en fait, Ouais. assez rapidement, toi, enfin, t'as continué l'affiliation, je suppose, un peu sur le côté, mais tu as Ouais. quand même bien pris le pli à ce moment-là de partir sur de l'infoproduit directement. Ouais, en fait, je me suis dit, tu sais quoi, c'est la grande tendance. À l'époque, c'était la grande tendance des listes de grossistes. Je reviens sur le premier infoproduit. Mm. Je me dis, en fait, il y a des gens, ils vont forcément être intéressés par le fait de se professionnaliser sur Internet. Ils connaissent le site par cœur. Si je leur explique qu'il y a moyen, en fait, d'en vivre, ça va forcément les intéresser. Il n'y a personne sur le marché. Et je suis arrivé dessus. Et au final, j'ai créé le marché, entre guillemets, la niche, pour répondre à un besoin que j'avais pressenti. Tous mes potes à l'époque, ils étaient là, ouais, j'ai acheté un lot de vestes Armani, de machin. Enfin, c'était vraiment une époque où il y avait quand même dans mon entourage des potes qui essayaient quand même de faire un petit billet. Mais du coup, ils se cassaient la tête à trouver des listes de grossistes, à essayer de savoir qui était judicieux, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment fallait le faire et compagnie. Et moi, je me suis dit, mais en fait, je vais simplifier le truc. Moi, j'ai déjà toutes les listes, les trucs, tu les récupères en 2-2. Je vais expliquer comment on tape. Tu vois, la psycho, elle rentre tout de suite parce que dès le départ, il y avait du copywriting sans que je le sache, tu vois, parce que je n'étais pas encore dedans. Mais c'était en mode comment on fait un titre qui est accrocheur, comment on fait une description qui va donner confiance. Enfin, on rentre vraiment dans cette typologie-là de travail dès le départ sur comment tu apportes de la valeur à quelqu'un. Et cette valeur-là va lui servir que ça soit pour tel site ou tel business de toujours penser comment je vais convaincre quelqu'un que mon produit, mon offre, elle est bonne pour elle et qu'elle fait le bon choix pour ça. Et c'est ce qui m'éclatait parce que j'avais mes bouquins, j'avais toute mon éducation, mon instruction à côté et mon kiff depuis mes 16 ans. Et puis là, en même temps, je me dis, OK, j'apprends de la technique avec des logiciels assez imposants. Je m'éclate sur de l'affiliation progressivement, de plus en plus. Mais il y a un côté créateur de produits, infoproduits, pour vraiment me challenger sur ma capacité à convaincre et à transformer des personnes avec mes propres produits, tu vois. Donc c'est voilà le topo, quoi. Ok. Et juste par rapport aux études, tu continuais les études parce que tu étais passionné quand même par cet univers de la psychologie, du coup? Ou est-ce que au fond, tu te disais quand même, ou est-ce que peut-être tes parents d'ailleurs te disaient, genre, fais des études parce qu'on sait jamais à un moment, même si aujourd'hui tu gagnes de l'argent, par exemple, est-ce que tu avais un peu ce truc de te dire, on sait jamais, peut-être que dans 5 ans, je serais content d'avoir mon diplôme? Ou est-ce que c'était par pure passion? Parce qu'au final, à cette époque, tu aurais déjà pu te dire, bah fuck, j'arrête les études, je me concentre à fond sur les business en ligne. Et tu aurais pu déjà à cette époque, enfin, tu pouvais brasser ultra fort et ne pas voir bah, aller à l'école, quoi. Ouais, une bonne question. En fait, alors pour répondre aux côtés des parents, moi, mes parents, en fait, ils m'ont jamais dit: «Ouais, il faut absolument que tu finisses ta licence, que tu fasses un master, que machin quoi». En fait, c'est fais en gros, quelque chose qui te plaît. Quand j'ai commencé à leur parler du business en ligne, même si je l'ai pas dit, mais plus jeune, j'avais fait des petits tests en e-learning, pour ceux qui ont connu, avec Allopass. C'était vraiment des petits tests de lycéens pour voir comment ça fonctionnait tout ça. Mais l'idée, c'était de dire à mes parents: «Ouais, je fais quelque chose qui me plaît. J'ai envie quand même de devenir thérapeute», ce que je suis devenu après. Mais j'ai quand même envie d'avoir ce kiff à côté d'internet. Alors certes, en tant que thérapeute, tu gagnes moins que ce que tu peux faire en ligne, mais tu apportes une autre valeur. En fait, le fait d'apporter des clés en fait, il y a énormément de parallèles. On peut faire beaucoup de parallèles avec le marketing ou le business et la psycho et la thérapie.
Mais moi, j'ai trouvé mon compte parce qu'à chaque fois, le but, c'est d'apporter quelque chose. C'est pas que prendre quelque chose, c'est aussi apporter quelque chose. Donc, on retrouve l'équilibre, tu vois. C'est-à-dire, moi, ce qui m'éclatait, si on s'était connus à cette époque-là, vous auriez pas mal rigolé, mais entre 2 rendez-vous de thérapie, pour des gens qui voulaient arrêter de fumer ou ce genre de choses, j'étais sur mon ordi, j'étais en train de paramétrer mes Xrummer, mes conneries et tout, qui étaient sur des serveurs bulletproof et qui étaient en train d'envoyer, mais comme des gorées, mais quand je vous dis comme des gorées, c'est des chiffres hallucinants, c'est des milliers de liens par minute, c'est des trucs de fou furieux. Et j'étais là, ok, ça marche bien, tu vas voir les comptes, tu vas voir les trucs, et tu dis, allez, là c'est parti, petit arrêt du tabac, petite heure, allez, on est parti pour un tour. Et c'était ça mon quotidien. Et j'aimais pour continuer sur pour te répondre, j'aimais ce côté d'avoir le choix, de pas forcément se dire qu'on rentre dans quelque chose et on va être que dans ça. Me dire voilà, ça me plaît, moi j'ai poussé l'hypnose ericksonienne le plus loin possible. Je me suis éclaté dedans, ça me sert encore aujourd'hui. Ça m'apporte une vision du business, je pense, qui est peut-être différente de beaucoup, un mindset qui est différent. Et puis en même temps, ça me permet d'un autre côté de tester plein de choses. Et comme je te dis, il y a un côté où tu te dis bon, bah, tu sais quoi, oui, je peux arrêter les études. C'est pour ça que j'ai pas fini ma licence. Parce que j'étais allé directement au cœur du truc. J'ai passé tout ce qui est master en PNL et en hypnose et tout ce qui va bien. Et il y a eu plein de choses, le coaching, enfin j'ai passé plein de choses dedans. J'étais passionné par la graphologie, la morphopsycho, la synergologie, pour ceux qui connaissent, c'est l'étude des gestes, toutes ces choses-là. Et ça me passionnait autant que d'apprendre à péter Google. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire à chaque fois, essayer d'apprendre quelque chose qui peut permettre une réaction derrière, d'avoir un levier quelque part. Et ça me sert encore aujourd'hui parce que bien des années après, quand je découvrais un nouveau tool, j'essayais de voir à travers l'outil en lui-même en me disant ok, il n'y a pas moyen d'aller gratter un truc que les autres grattent pas avec. Tu vois, sur Xrummer, 90% des mecs l'utilisaient de façon classique. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'était trouver des gars qui créaient ce qu'on appelait les mods. En gros, ils te permettaient de trafiquer un peu l'outil pour pouvoir publier là où personne ne pouvait publier. Donc, tu pouvais, dès le départ, avant les mises à jour, publier sur des WordPress, sur plein d'autres trucs, sur plein de forums qui ne faisaient pas partie des footprints habituels que l'outil était capable de traiter. Et là, tu te dis, OK, c'est cool. Donc, tu apprends, tu vois, à chaque fois, ça te nourrit. Et tu te dis, bah, en fait, je peux m'en servir. Alors, les gars, je vous le dis tout de suite, pour mon business, quand j'ai été thérapeute, bah, c'était assez facile d'être premier, sur la ville pour avoir un rendez-vous avec moi. J'ai permis à mes potes aussi, qui se lançaient dans le business, d'être tout de suite très rapidement positionnés. Mais c'était facile comparé à des gros mots-clés que j'allais chercher, tu vois, sur du Forex ou sur du casino, tu vois. Forcément. Ok. Tu veux continuer avec ton expérience personal branding? Ouais, parce que, alors attends, ouais, juste un truc, parce que peut-être que certaines personnes sont en train de nous regarder sur YouTube et se disent depuis le début, mais putain, mais j'ai déjà vu sa tête quelque part. Alors t'étouffes pas avec ton café, mais comment est-ce que tu peux expliquer que certaines personnes te connaissent peut-être déjà? Participé en 2010 à l'émission de télé la plus regardée chez les jeunes l'été, c'était Secret Story. J'ai été pris dans cette émission-là parce qu'ils savaient que j'avais été le plus jeune diplômé en hypnose ericksonienne et en PNL et tout ce qui va avec. Et du coup, ils m'ont proposé de faire un casting. Ils cherchaient un mentaliste, donc quelqu'un qui était capable de lire entre les lignes et de bien s'amuser du comportement humain. Et franchement, j'y suis allé en mode, tu sais quoi, on va voir ce que ça donne. Et bah, ça s'est plutôt bien passé puisque je suis allé jusqu'à la fin. J'ai pas gagné, mais je suis allé jusqu'en finale. Et c'était en 2010, les gars. Ça remonte un peu. Et tu les as. Ce qui était assez impressionnant, c'est que tu as découvert les secrets de tout le monde. Enfin, Ah ouais, j'étais une machine. Tu les as dérouillés, quoi. J'étais venu pour ça. J'étais venu pour ça, clairement. Et quand il n'y avait plus de secrets sur la fin, j'étais livide. J'étais un zombie, je me faisais chier, on faisait n'importe quoi. Mais ça a été une expérience que je regrette pas du tout. J'ai pris ce que j'avais à apprendre dedans et je me suis bien amusé. Et surtout, en fait, tu rentres dans un écosystème que tu peux pas imaginer tant que t'es pas rentré dedans, tu vois. Quand tu regardes la télé et quand tu es dans la télé, il y a quand même une marche qui est quand même assez importante à prendre. Mais pour faire le parallèle avec le biz,
Pour la petite anecdote, et les anciens qui regardent cette vidéo et qui ont connu ce moment-là, ils vont sourire. Mais j'avais créé un site à l'époque qui avait anticipé mon entrée dans le jeu. Et j'avais demandé à mes potes de s'en occuper, de continuer à mettre des infos dessus. J'avais préparé mes robots et tout ce qui va bien. Et quand tu tapais Secret Story, j'étais positionné top 3, souvent top 2. Et ça les faisait chier à mort. Parce que je prenais un trafic colossal sur ce site-là. C'était quoi Et l'objectif de faire ça là? C'était l'objectif, pour avoir des votes à l'intérieur? ouais, la présence. Tu Attends. vois, Et est-ce qu'il savait que c'était à toi? Genre Ouais, la bah, prod. Ah, il savait bah, que c'était à toi? c'était mon pseudo. Oh putain. Ah ouais. C'était mon pseudo, donc il le savait pertinemment. Et ce qui est Il rigolo, devait c'est que la détester, je pense. Ouais, franchement, s'il y avait que ça, j'ai envie de te dire. Déjà, quand tu commences à péter des secrets un peu, ils s'attendent pas à ce qu'ils soient pétés si tôt. Déjà, ça les fait chier. Quand t'es pas dans les petits papiers de leur règlement entre guillemets, de faire ce qu'ils ont envie que tu fasses au moment ou quoi, et que tu agis par ton propre libre arbitre, ça les fait chier. Et en plus de ça, à l'extérieur du jeu, t'as une présence en ligne qui est supérieure aux autres parce que sur Internet, quand on tape Secret Story, j'étais juste en dessous. Et je fais quand même un big up à cette époque-là au niveau du SEO parce que il y a une grosse partie des gars de Black Attitude qui avaient envoyé du lien, mais comme des cingouins, en plus de mes petits robots. Et parce que je dis petits robots parce que comparé à tout ce que j'ai pris dans les dents derrière, c'était vraiment rien du tout. Et résultat, ça a fait que confirmer mes positions tout le temps en fait, pendant 3 mois, enfin 4 mois. Mes 4 mois de présence, mes 3 mois et 3 semaines, plus une semaine avant où j'étais enfermé à l'abri des regards pour pas qu'il y ait d'informations qui passent. Donc pendant 4 mois, ça tournait fond de balle. Mais fond de balle de chez fond de balle. Un délire, quoi. Et je suis sorti en disant, mais non, je suis là. Tu vois, tu sais pas, toi, dans le jeu. Tu sais Ouais, pas t'as si le zéro site il a contact, pas éclaté, s'il n'y a pas une erreur 500. Enfin, tu n'en sais rien, en fait. Tes potes sont pas techos pour de rond. Tu sais pas si ton PayPal qui est plugué pour envoyer des thunes pour que tes serveurs ils tournent quand t'es pas là, il n'y a pas un problème, il n'y a plus rien qui va marcher quand tu reviens. Parce que 4 mois, c'est le bout du monde, les gars. 4 mois, et en plus, tu es comme ça, tu es dans une baraque, il y a 150 micros, 150 caméras, et tu peux pas t'imaginer en sortant que tu as un site qui tourne autant. Donc ça a été vraiment on va dire, toujours le parallèle, tu vois, entre la vie réelle, entre guillemets, et ma vie numérique à côté, quoi. Et ce site, tu l'avais monétisé? Genre, il y avait de la ads dessus ou il y avait des trucs? Il y avait du AdSense, ouais. Ok. Mais, c'est mais ouais, donc tu vois, c'était une bonne période. Donc en sortant, je vous avoue que ta vie, elle change parce que t'as tout le monde qui te reconnaît. Tu rentres dans un resto, le premier resto que je fais avec mes parents, le serveur qui ouvre la porte du resto, il dit bonjour Bastien, là déjà je commençais à déjà être mal, tu vois. Tu dis ok, tu fais tes courses, il y a des gens. Enfin, tu vois, c'est tout un changement de paradigme. Mais c'est vrai que ça a pas non plus. Ça m'a pas empêché de vouloir faire quand même toujours des dingueries sur Internet, tu vois. Au contraire, ça m'a permis de créer un site à l'époque qui marchait bien, qui s'appelait Mental Actif, où je rankais vraiment fort sur plein de mots-clés qui étaient liés à la psycho, à tout ça. J'avais un forum qui marchait bien aussi, jusqu'à ce qu'il se fasse bien hacker comme il faut. Mais non, tu vois, c'est toujours me dire, ok, comment mon concret il peut impacter ma vie sur Internet, mes idées, et comment mes idées aussi peuvent, pourquoi pas aussi impacter ma vie dans le réel, tu vois. Donc voilà pour cette partie-là. Ok. Excellent. Et aujourd'hui, concrètement, tu continues du coup de faire du business en ligne, tu continues de faire de l'affiliation, tu continues aussi de faire du media buy à un niveau qui nous dépasse tous, je pense, peut-être à part Anto qui est un peu plus branché. Mais aujourd'hui, si tu devais un petit peu partitionner les différents éléments business de ta vie, par exemple, est-ce que tu as complètement arrêté la thérapie ou c'est quelque chose que tu fais un petit peu toujours? Non. En fait, j'ai arrêté en 2013. En 2013, j'ai fait un gros burn-out. Ok. En fait, le fait d'être sur tous les fronts, en plus d'avoir parfois, tu sais, tu rencontres des personnes qui t'épuisent quand tu es thérapeute, pour parler simplement, qui, tu sais, avec qui tu vas dépenser beaucoup d'énergie et qui peuvent aussi te secouer. Et en plus de ça, si tu as beaucoup de business, parce que moi, tu vois, en 2011, je sors mon premier livre chez J'ai lu.
qui marche bien. Donc ça marche tellement bien qu'en 2012, j'écris le deuxième. 2013, je sors le deuxième, Manipuler pourquoi et comment, qui explose. Et j'explose en même temps. J'explose en même temps, je prends du recul. Et surtout, en fait, sur les dernières années, je regardais par la fenêtre et j'avais qu'une seule envie, c'était de voyager. Je voulais voyager, profiter. Je voyageais déjà, mais j'avais toujours ce côté échanger du temps contre de l'argent. Et je m'y retrouvais de moins en moins dans la thérapie, parce que j'avais vraiment exploité ça depuis assez longtemps pour moi, puisque ça faisait depuis mes 16 ans que j'étais passionné par tout ça. Donc j'ai un burn-out qui me fait un genre de blackout, tu vois, en mode ok, là il faut vraiment que tu prennes du recul parce que t'es pas bien. Et à partir de là, j'arrête le cabinet de thérapie et je me dis ok, je vais me refocus sur Internet. Donc il y a plein de projets qui se lancent à côté, tout ça. Mais vraiment avec le truc de me dire il n'y aura que Internet qui va compter parce qu'au final c'est ce qui m'épuise le moins. C'est ce qui m'éclate et c'est ma curiosité, elle reste toujours intacte alors que ça faisait déjà pas mal d'années que j'étais dedans. Et il y a un terrain à exploiter qui est oufissime. Donc je me dis, tu sais quoi, je vais repartir sur mes premiers amours de spammer. Et en même temps, je suis contacté à ce moment-là par un casino en ligne qui m'avait vu passer sur les SERP et qui me dit ouais, tu deviens quoi? Non, 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 on aurait besoin d'un consultant pour nos casinos en Europe du Nord et en Amérique du Sud et tout. Je fais ok, go. Je me dis pourquoi pas. Jamais été consultant, why not? Donc là, je c'est rentre tout de dedans. suite après ton burn-out que tu parles là-dessus. Ouais. Et ton Ouais. burn-out, tu te souviens combien de temps ça a duré Franchement, pendant 6 mois, 1 an, Ouais. t'es livide en fait. Ouais. C'est-à-dire que ton cerveau, il te check, il te rince. En fait, il te rince en mode repose-toi, reconstruis-toi et surtout, fais les choses réellement qui t'éclatent. Ne fais plus de compromis et n'essaye plus de partir dans toutes les directions, à essayer de courir plein de lièvres en même temps. L'argent, tu sais le gagner. Le temps, par contre, il va falloir que tu l'utilises de façon précieuse. Parce que j'avais tendance à me coucher très tard, à me lever très tôt, à avoir 1000 idées, 1000 machins. Et je vous ai passé l'époque où, parce que déjà à cette époque-là, avant le burn-out, je faisais des réseaux de sites, des PBN dans tous les sens. On utilisait à l'époque rien que Xenu, ça faisait le job. Il n'y avait pas tous les services qui permettaient de trouver des domaines expirés. Puis surtout, l'idée d'un domaine expiré, tout ça, c'était assez récent, tu vois, dans le sens noble du terme, où on n'avait pas tous les retours qu'on a ou quoi. Donc tu testais. Moi, je prenais tous les annuaires possibles, imaginables, et je les parcourais en long et en large pour trouver des domaines libres. Puis après, tu commences à découvrir sur GoDaddy qu'il y a des domaines, etc. Mais du coup, tu vois, vraiment, c'était ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et à un moment donné, tu as la thérapie, tu as le livre, tu as ceci, tu as cela, puis tu as le perso, puis tu as tes potes, puis et puis à un moment, le cerveau, il fait pfff. Et là, à partir de là, tu dis, ok, en fait, je suis pas un robot. Il va falloir que je me calme, que je me recentre. Et du coup, pendant que j'étais consultant, en gros, je me suis réamusé, entre guillemets, de Google, progressivement. Parce que je vous passe l'étape où les casinos en ligne ont été légiférés en mai 2010, avec l'arrivée de l'Argel, qui a mis un gros stop sur beaucoup de choses. Mais du coup, tu vois, j'arrive dedans, je me dis, bon, il me faut un tool qui défonce, Xrummer, il est rincé. Et là, je découvre Shadowmaker. Alors, Shadowmaker, c'est très peu connu. C'est très, très black hat. Mais à l'époque, ça me permet de créer des réseaux, des PBN de fous furieux, où en gros, j'ai juste à scraper tous les Google Suggest, tous les mots-clés possibles imaginables. Je lui donne à bouffer. En fait, je lui donne des textes en Markov. Il s'occupe de faire toute la bouillie qu'on connaît. Il crée des silos. Sur chaque site, tu as des silos et tout. Et il cloque tout de A à Z. C'est-à-dire que en 2.2, tu te retrouves à faire du spam indexing où tu t'indexes des trucs dans tous les sens. Tu fais des liens entre eux, tu fais des réseaux, ça rank de partout. Mais en même temps, tu peux renvoyer sur des pre-lenders ou directement sur des offres pour certains. Et là, je commence à vraiment me rééclater de fou, tu vois. Je me dis, putain, en fait, c'est facile, machin et tout. En 2014, je me prends des licences GSA.
GSA, Qui est vous avez ça. différent de Shadowmaker pour info, parce que GSA pour le coup on connaît un peu, enfin Anto a commencé avec GSA pas mal, par rapport à Shadowmaker dont tu parles que je connais pas du tout personnellement. C'est Shadowmaker, très ça n'a rien à différent. voir. Shadowmaker, Ouais, ok. tu l'installes sur un serveur et en gros, c'est un éditeur de sites pour spammers. C'est-à-dire que ça va te pondre des sites à fond les ballons et ça va te les interlinker comme tu veux avec de la pondération. Tu mets de la densité de mots-clés, tu mettais ce que tu voulais dedans. Et c'est cloqué. C'est-à-dire que c'est directement cloqué. Mhm. Et tu peux mettre ce que tu veux derrière. Et tu peux, du coup, profiter. Enfin, tu pouvais, parce que maintenant, ça fait un bon moment qu'il n'a pas été mis à jour. Mhm. Et compagnie, c'est pour ça que je pense aussi qu'il a souffert aussi du fait qu'il n'était pas assez connu. Mais ceux qui l'ont utilisé, pour connaître quelqu'un qui l'utilisait comme moi, mais lui plutôt dans la voyance, bah, quand tu tapais tous les mots-clés dans la voyance qui étaient les plus recherchés, il était top 10 avec ses sites et plusieurs sites à lui dedans, pour te montrer la puissance de l'outil. Et quand tu étais capable de lui filer des domaines expirés que tu avais snappés et qui valaient que dalle à l'époque, il faut savoir un truc, c'est qu'à cette époque-là, quand tu voulais récupérer un domaine expiré, ça valait que dalle. Bah, du coup, tu avais une force de frappe énormissime. Tu pondais un site tout de suite, tu te faisais pas chier avec une Wayback Machine et tout ce qui va avec. Tu le truc dedans, c'était cloqué, ça partait, tu faisais du trafic. Et tu avais tellement de trafic que ton taux de transfo, il était dégueulasse. Et c'est là que j'ai appris à faire des prelenders, à faire des advertorials et tout. C'est comme ça que j'ai commencé en fait à prendre conscience qu'il fallait faire une page d'atterrissage. Il fallait filtrer tout ça. Et puis après, après j'ai commencé, alors on arrive en 2015. 2015, je découvre que Facebook a un pixel. Je crois que le pixel, il arrive en 2014. Moi, je découvre en 2015. Et pour moi, je suis le dernier, je suis la dernière roue du carrosse. Pour moi, tout le monde connaît ça. Et moi, je découvre le truc en mode, mais putain, mais quel connard, tu vois. Je me mets vraiment dans cette optique-là. Et puis, je suis dans des groupes, je parle avec des gars. Et je dis, ouais, donc du coup, vous faites comment avec le pixel? Les gars, ils me disent, le quoi? Et là, je fais, ok. En fin de compte, non. Il y a un train de retard sur la sphère SEO. Mais dans les mecs qui achètent du trafic, les gars, ils savent ce que c'est. Ils savent comment s'en servir. Donc, il va falloir que je commence à regarder ce qui se passe dans le media buy. Et j'étais déjà saoulé par, pas la sphère SEO, mais le contexte SEO depuis que je m'étais lancé en 2008, fin 2007, début 2008. C'est que Google faisait de plus en plus de mises à jour. Quand tu t'étais fait ramasser la tronche par Pingouin, il y en a, ils s'en sont jamais remis, tu vois. S'il y a des agences qui ont fermé, mais par centaines, tu vois. Et quand toi, t'as des gros sites, des gros monésites qui se font éclater, tu commences à dire, ah, vas-y, ça me saoule. Enfin, il y a tout ce truc-là que vous connaissez de cyclique dans les projets, tu vois. Où tu montes un truc et tu te dis, est-ce que Google va me défoncer? Ouais, et surtout quand? Tu vois, c'est même pas est-ce, c'est quand. Ouais. Et à cette époque-là, on pense pas au beau, on pense pas forcément à de l'optimiser, on pense pas à du branding, on pense qu'à une seule chose, c'est à ranker. Et Shadowmaker m'a permis de m'amuser, et le consulting m'a permis de m'éclater sur plein d'autres aspects, parce que j'ai pu aussi commencer le media buy pour le casino. Donc clairement, dans le casino, ils n'en avaient jamais fait. Mais j'ai dit, les gars, on peut s'amuser à faire des tests. J'ai pas mal d'idées. Et j'ai commencé comme ça, tu vois, sur un domaine que je connais bien, parce que ça a été mes premières armes. Mais surtout, c'était de me dire, OK, est-ce que je suis capable de faire la même chose sur du media buy? Et à l'époque, croyez-moi, les algorithmes de Facebook, c'était du pipi comparé à aujourd'hui. Tu tout passait. Ça, Tout, ça c'est pour le simple. coup, on a Ça, on commencé a à le connu, connaître, ouais. ça. Vous avez connu. Ouais, Voilà. ça, On en a profité. on s'est Voilà. bien rincé là-dessus aussi. Ouais. Voilà, tu vois, c'était un délire. C'était la foire, tu vois. On pouvait faire n'importe quoi. Ouais, mais t'avais même pas besoin de cloquer, il y a tout qui passait de toute Pas façon à besoin de l'époque. cloquer. Mais même moi, le premier, je dis, moi, le casino, je disais, attention, le casino, ça risque de ne pas passer. T'arrivais, ça passait, tu sais, vas-y. Ouais, il n'y avait pas de validation, il Et n'y avait pas de modération. alors, c'est arrivé après. Et même la modération, ça a toujours été quelque chose d'assez rigolo. Même encore aujourd'hui, tu t'en amuses. Mais le premier passage, c'est un algorithme qui passe, c'est un robot. Le robot, tu peux t'amuser. Tu sais, tu as un service Google, même Amazon le fait, je ne sais plus le nom,
où tu uploads une image et il te dit ce qu'il voit dans l'image. Et il te dit, ah, un soleil, une maison, machin. Tu mets ta créative dedans. Petit conseil. Mettez votre créative là-dedans et voyez ce que l'algo est capable de voir de votre créa. Et des fois, tu fais passer des trucs de fou. Tu dis, ah, bah, c'est visible. Là, on le voit en gros, tu vois. Je veux dire, dans certaines niches, tu vois, dans le Nutra ou dans la performance adulte, on va appeler ça comme ça, quand il y a certains artefacts qui sont quand même visibles. Et là, le truc, il le voit pas. Et tu dis, bon, allez, vas-y, je le teste. Et ça passe. Parce que si ces algorithmes-là le voient pas, ben, en gros, tu es tranquille, tu vois. Et jusqu'à ce que tu aies des reports ou qu'un rater passe dessus, mais tu peux tester des trucs de fou. Et à l'époque, effectivement, vous l'avez connu, vous pouvez faire des trucs de malade. Donc, pour faire le topo, moi, je fais du Shadowmaker, mais je me dis, je vais quand même me lancer dans un truc que j'aime bien, c'est le Nutra. Donc, je fais mes premiers sites qui touchent au Nutra et je fais aussi de la pharma. Et là, je rank pas trop mal. Il y a quelques SEO très connus qui m'ont vu sur un gros mot-clé de l'époque, en top 3. C'était la Garcinia Cambodja, où j'étais top 3 pendant des mois. Et ça ramassait fort. J'étais avec... c'est Morniche, le network avec qui j'étais à ce moment-là, où j'étais top affilié France. Ils sont même venus à Bordeaux. Ils ont pris l'avion pour une soirée spéciale pour me rencontrer. Un délire. Et que ça devait bien tourner. Hein. Quand ils commencent à venir te voir, c'est que t'es un bon affilié. Ouais, et puis en plus, ils me donnaient tous les produits qui allaient sortir. Ah, ça a un avantage aussi, c'est de lancer un peu en avance. Vous le savez, pour le SEO. Ouais. Donc, en fait, je fais mes premières armes comme ça. Donc, toujours une partie SEO, mais une partie très réduite du SEO. C'est-à-dire que je le fais, ça m'amuse, mais ça m'éclate plus comme avant. C'est surtout parce qu'il fallait bien travailler. Il y avait plus ce côté un peu... Non, mais dit comme ça, c'est... Mais t'étais obligé d'essayer de faire les choses bien, alors que toi, ce que t'aimes bien, c'est les hacks un peu, enfin, les petits hacks pour aller plus vite, pour automatiser. Te dire que tu t'arrives à rouler un peu Google dans la farine, c'était ça que tu kiffais. Ouais, carrément. Mais encore aujourd'hui. En fait, il y a un côté challenge. Tu sais, le parallèle avec la thérapie, c'est... Je voyais quelqu'un, il avait une problématique. L'objectif, c'était de trouver le moyen de corriger sa problématique, de l'accompagner le plus efficacement possible. Et le plus efficacement possible, c'est de te dire, OK, cette personne-là, on va essayer de l'accompagner le moins longtemps possible pour qu'elle se sente mieux le plus tôt possible. Et j'ai toujours eu le même parallèle avec mes business sur Internet. C'est moins aujourd'hui pour le SEO et compagnie, tu n'as pas le choix. Mais dans le media buy, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que tu dis, OK, tu as une limite, OK, tu as un cadre. Est-ce que c'est un cadre légal? Est-ce que c'est un cadre moral? Est-ce que c'est un cadre technique? Et à chaque fois, tu te dis, OK, à quel endroit j'ai envie de me placer sur l'échiquier pour chaque cadre? Et qu'est-ce que je peux faire de mieux, de différent, de plus poussé que les autres? Et pour mes sites en SEO, jusqu'en 2018, 1er août 2018, pour ceux qui s'en souviennent, la Medical Update, j'avais des sites. Anto, tu t'en rappelles ou pas? Ah ouais, je suis encore dilaté pour dire. Le burn-out d'Anto, c'était à ce moment-là. Ouais. Et moi, il s'est mis à construire sa maison à partir de ce moment-là, dans un grand tractopelle pendant 1 an. Mais moi, j'avais plusieurs sites. Moi, j'avais tout. Tous mes réseaux, c'était T'avais des Nutra, et c'était fini. Ah, mais j'avais des sites qui faisaient plusieurs centaines de milliers de visiteurs par mois, uniques. En SEO, tu es toujours fier d'avoir ce genre de data. Ouais. On est loin des Google Actu, on est loin du Google Discover et tout ce qui va bien. On est sur vraiment, tu viens chercher tes mots-clés un par un, tu gravis les échelons, tu as une traction de plus en plus forte, tu vois le chiffre d'affaires qui explose, et puis d'un coup, tu as ton site qui explose. Et le problème, c'est que ton site, il explose, mais tu n'as rien fait de mal. C'est-à-dire que moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais carrément mon pote... C'est des niches un peu border quand même. Non, moi c'était sur de la nutrition, sur de la perte de poids. Okay. Bon, la pharma, je t'avoue, il fallait que ça saute. Il fallait que ça saute. Ouais, voilà. Ça avait rien à foutre là. Mais et pour la libido aussi. Mais par contre, pour la perte de poids, la nutrition et tout, moi j'avais carrément un de mes meilleurs potes. Lui, en gros, il s'occupait de rédiger les articles. Il mettait des putains d'infos. Il se faisait chier à faire des infographies.
faisait chier, quoi, tu vois. T'étais déjà dans les EAT en 2018, quoi. Ouais, mais attends, Google, il en avait rien à branler. Bah ouais, C'est-à-dire que justement. ça avait pété instant. Et on n'avait pas compris pourquoi. Parce qu'il était coach, mais pas coach reconnu. On n'avait pas poussé son personal branding à lui, tu vois. Il n'avait pas suffisamment de légitimité aux yeux de Google pour rester. Mais ce qui fout la haine, c'est que tous tes mecs que tu avais dans le rétroviseur, Rétro, ouais. qui ont créé des nouveaux sites, ils se sont repassés devant, mais à une vitesse de malade. Leur site durait à peu près 1 année, mais toi, tu avais fait un truc clean, ça tournait bien. Tu montrais à Google que l'expérience utilisateur était bonne sur ton site, il n'y avait pas de problème. Mais juste parce qu'il y avait une update et que tu n'étais pas dans les petits papiers, tu t'es fait péter. Et là, pour moi, ça a été le coup de grâce. Et là, je me suis dit, je vais réduire encore et encore mon impact, mon travail avec le SEO. Et là, je me focus beaucoup plus globalement dans le media buy. Donc à partir de 2018, là, je teste plein de trucs. Je me mets à faire du push ads, du native ads. Je commence à rentrer un peu plus fort sur Facebook. Il y a aussi le pop ads qui m'éclate pas du tout, mais bon, j'ai envie d'en faire pour comprendre avec des offres en SOI, donc des leads. Et j'ai envie de comprendre ce truc-là et j'ai envie de vraiment de me challenger. Et ce qui est génial dans le media buy, c'est que tu n'es plus en train de regarder les mêmes mots-clés que tout le monde. Tu sors complètement de la sphère du microcosme qu'est Google. Parce que Google, même si tout le monde en fait un foin, c'est un microcosme aujourd'hui. C'est-à-dire que, ok, on a des réflexes, on va sur Google pour faire des recherches, mais les gens, ils passent pas leur vie sur Google. Les gens, ils passent leur vie sur les réseaux sociaux. Ils passent leur vie sur des sites sur lesquels tu peux faire de la pub. Ils passent leur vie sur plein d'autres aspects, même les applications mobiles et tout, où tu peux faire du media buy dedans, tu vois. Et en fin de compte, tu dis, ok, le terrain de jeu que je connaissais depuis pas 10 piges, mais depuis longtemps, en fait, c'est un petit terrain de jeu comparé à cet énorme terrain de jeu que je suis en train de découvrir et dans lequel j'ai déjà fait des choses, mais je suis un microbe comparé à tout ce qui est possible de faire dedans, tu vois. Et là, ça change complètement tout. Tu testes des trucs, tu fais, mais non. Quand tu découvres pour la première fois le push ads, maintenant c'est connu, reconnu, le push, c'est même cramé sur plein d'aspects. Mais quand ça venait de sortir, c'était la folie, les gars. C'était la folie. Ah ouais, c'était ouf. C'était n'importe quoi. T'arrivais, tu mettais des créatives pétées en deux, une vieille phrase éclatée, et t'avais un taux de clic monstrueux et des conversions de fou. Je vous donne une petite anecdote. Moi, je pushais en 2018, je faisais tourner une offre sur le marché français. J'étais sur du Facebook Ads, donc une offre qui tournait bien en CPA. Et j'étais allé. Non, ça c'est 2018. Ouais, 2018. Ou 2019, je sais plus. 2019 plutôt. J'étais en Amérique latine. J'arrive au Chili. Et je me dis, putain, je viens de Bolivie, je viens du Pérou et tout. Là, j'arrive dans un pays, ils vivent à l'américaine. Des pick-up. Tu vois que la carte de crédit, le mot crédit, dans carte de crédit, tu sens qu'il y a du crédit. Tu vois, les mecs, ils doivent mettre leur iPhone, ils doivent mettre 58 mois pour le payer, mais ils vont avoir du crédit dessus, tu vois. Et je me dis, il y a de l'argent. Et je me renseigne, je me rends compte que le Chili, c'est le pays le plus riche d'Amérique latine. Je dis, ok. Je contacte mon affiliate manager, je lui dis, il n'y a pas l'offre que je suis en train de pousser en France, version Amérique latine. Il me dit, si, mais le CPA, il est beaucoup plus bas. Je dis, vas-y, je m'en fous. Et pour vous montrer la puissance du media buy comparé au SEO, je prends ma landing page, je vais sur un site qui s'appelait One Hour Translation, je contacte une nana qui parle parfaitement, qui est de là-bas, l'espagnol, mais l'espagnol d'Amérique latine, qui est différent de l'espagnol d'Espagne. Et je lui dis, ok, tu vois cette page, tu me traduis tout. Elle me traduit tout. Il me faut une petite heure le matin pour remettre tout comme il faut. Je prépare en push, hein, je prépare tout. Propeller Ads, méga push pour ceux qu'on connu, qui marchent moins bien, mais bon, bref. Je commence à envoyer ça et je me casse. Et je fais ma journée. Et en fait, en une semaine, sur cette offre-là, rien qu'au Chili, j'avais fait $14 000 de profit. Ah oui, pas dégueu. Ça Et là, a bien tu te tourné. Ça paye les vacances. Ouais, mais et là, tu te dis, c'est impossible dans n'importe quel autre business d'avoir un impact aussi significatif et aussi rapide qu'avec le media buy. C'est impossible. C'est-à-dire que en SEO, tu as beau faire
des PBN, des machins, des 300, tout ce que tu veux. Pour envahir un nouveau marché, il va falloir que tu taffes et que tu attendes. Dans la vie de tous les jours, arriver au Chili, créer ton entreprise au Chili, acheter ton bâtiment, faire ton business et tout, ça va te prendre des semaines, des mois. Là, tu arrives, en 24 heures, j'étais déjà en train d'être ultra profitable. Et jusqu'à ce que l'offre ne marche plus, que j'avais rincé tout le monde, bah, je l'ai fait tourner à mort. Et ça a fait partie des gros déclics, tu vois, avec le Media Buy, de dire, OK, quand tu as compris, quand tu sors de la sphère SEO, quand tu oses, ça c'est un conseil que je donne pour ceux qui veulent le faire, le SEO, ça t'apprend à être malin, à être patient, à être persévérant, mais tu es dans l'économie d'action, en termes d'implication que tu vas y mettre au niveau financier, tu vois. C'est-à-dire, tu te dis, bon, je vais attendre d'être peut-être positionné top machin avant d'acheter un lien. Je vais acheter un lien, mais je vais voir ce que ça donne. Donc, tu es tout le temps dans... Tu vois ce que je veux dire dans la je limite systématiquement mon action par rapport à la réaction de cette action. Je sais pas si je suis clair. Si tu fais ça dans le Media Buy... Ça être un rat, quoi, en gros. Parce qu'on le sait, les SEO sont des rats, de toute façon. Mais en fait, si tu as une mentalité où en fait tu vas penser d'abord retour sur investissement, tu vas penser d'abord risque, te lance pas dans le Media Buy. Justement, ça c'est parfait pour ma prochaine question. Le Media Buy, enfin avec le Media Buy, combien est-ce que, enfin pas combien t'as perdu, mais on s'en doute aujourd'hui, j'aimerais que tu nous le confirmes ou pas d'ailleurs, mais quand on démarre en Media Buy, on est un peu obligé justement de prendre des risques et souvent on perd de l'argent jusqu'à trouver l'équilibre et progressivement devenir un bon Media Buyer, quoi. Alors exactement, moi je dis toujours on est à 2 clics de la profitabilité. On clique sur la pub, on clique sur l'offre, on achète. C'est 2 clics. 3 si tu fais une pré-lander, 4 si tu veux vraiment faire un tunnel, mais on est à très très peu de clics. Mais ces 2 clics ou ces 3 clics-là, ils vont te mettre dans la sauce pendant un bon moment. En fait, quand tu te lances dans le Media Buy, il faut prendre des bifetons comme Gainsbourg. Tu les crames. Mais il faut que tu sois OK avec ça, en fait. Et c'est ça qui fait mal à un SEO quand il se lance, c'est qu'il n'est pas habitué à faire quelque chose dont il n'a pas une certitude, mais au moins en se disant, là, l'argent que je mets dedans, je sais que c'est pour la bonne cause. Parce qu'en fin de compte, surtout quand tu te lances, tu es perdu parce que tu sais pas si ta créative elle est bonne. Tu sais pas si ton ciblage il est bon. Tu sais pas si l'offre que tu as choisie, elle va performer. Tu sais pas les choisir au début. Tu sais pas si ton advertorial ou ta pré-lander, peu importe, ta landing page, elle va fonctionner ou elle fonctionne. Donc en fait, pendant des jours et des jours, des semaines, voire des mois, tu vas gaspiller de l'argent au début. Mais cet argent-là, en fait, en très peu de temps, une fois que ça fonctionne, tu vas voir que c'était un investissement pour que ton mindset il change. Parce que quand tu fais des conneries, tu le payes cash avec le Media Buy. C'est-à-dire que la data, il n'y a qu'une seule vérité, c'est la data. Et ce qui est bien avec le Media Buy, c'est très binaire. Ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, on va pouvoir éplucher et regarder. C'est pour ça qu'il faut utiliser des bons trackers. Et pas utiliser, j'en vois qui n'utilisent rien du tout. Aucun tracking, aucun analyse. Enfin, ils utilisent de l'analytics à l'ancienne et tout. Non, les gars, prenez un bon tracker. Aujourd'hui, il y en a des gratuits. MaxConv, pour ne citer que lui. On peut aller jusqu'à maintenant, je crois que c'est 150 000 events par mois en gratuit. Et pour se faire la main, moi, j'aurais aimé avoir ça. J'avais pas ça à l'époque. Donc, j'avais commencé avec. C'était volume, non? Ouais. Ouais. Ça, c'était une usine à gaz. Alors, c'est sans doute toujours le cas, mais nous à l'époque, je me souviens, on avait essayé de mettre les mains dedans. Moi, j'avais vite arrêté. Hein. Je te dis, allez, on va continuer avec Analytics. Ouais. Bah, tu vois, moi, après, je suis passé sur Funnelflux. Donc, ça, on en parlait en off, mais on peut faire des choses très bien avec. Et en fait, aujourd'hui, tu as d'autres tools, tu en as plein. Tu as Binom qui est très cool aussi. Tu as Ketaro qui est génial. Mais qui va, en fait, peu importe le tracker, c'est pas le tracker qui va faire le Media Buyer, tu vois.
C'est comme les outils SEO, c'est pas l'outil SEO qui fait le SEO, c'est comment tu t'en sers et pourquoi tu dois t'en servir. Et quand tu te lances dans le media buy, au niveau du budget, moi ce que j'ai toujours, c'est vous prenez votre CPA. Donc tu as une offre Nutra où il te file 100 balles par conversion. Il faut que tu sois capable d'au minimum dépenser 500 balles dessus, mais au minimum de chez minimum. Et cette dépense-là, c'est une perte sèche. C'est un investissement crypto qu'a foiré. Tu vois, c'est vraiment un truc où tu vas mettre de la data, tu achètes de la data. Le media buy, c'est acheter de la data. Cette data-là, il faut que tu sois en capacité de bien l'utiliser. Et ça s'apprend. Il faut que tu sois en capacité, toi aussi, de mettre toutes les chances de ton côté. Par exemple, en choisissant des offres qui performent déjà. Si tu prends une offre qui performe déjà et que tu n'es pas capable de convertir, c'est pas un problème d'offre, c'est toi. Donc ça va être à toi de mettre en place tous les rouages jusqu'à ce que l'offre performe pour toi aussi. Et crois-moi, dans le media buy, des offres qui performent, il y en a beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et dans tous les secteurs. Et Anto, il commence à avoir ça très très bien. Ouais, mais le seul truc que je rajouterais aussi dans le media buy, ce qui est compliqué, c'est d'avoir les bons contacts. En vrai de vrai, parce que t'as beau avoir le meilleur setup, être très bon, t'as pas les contacts, tu fais pas grand chose. C'est vrai. Et il faut pas avoir peur aussi de se prendre des douilles sur des services bizarres et toute la clique, quoi. En plus Ouais. de la perte sèche de l'ADS, parce qu'il y a ça aussi. Enfin, C'est un investissement. C'est un ouais, investissement. parfois il Tu- faut mal au cul quand même. Ouais. Bah, ça m'arrive encore d'avoir très très mal au cul. Hein. Ah oui, bah Mais, tu mais m'en avais envoyé un il y a pas longtemps. voilà. Euh, voilà. Mais tu fais bien de le dire, les contacts, c'est hyper important parce que quand on avait échangé ensemble avec Anto, on a été tous les deux sur le même produit au niveau Nutra, un keto, dont tu as Ouais. déjà fait référence. Et ce qui me faisait marrer, c'est que moi, je passais directement par le provider et la différence de CPA, elle était colossale. On peut le dire si tu veux. Moi j'étais à 60. Elle était à 45 affichée sur le network, je l'avais à 75 en négocié. Et toi tu l'avais à le double presque. Non, plus que du double, j'étais à 110. Ouais. 110 dollars et avec le provider. Donc, en gros, c'est un keto qui a énormément tourné. Et d'ailleurs, même les affiliés SEO, ils se sont fait plaisir dessus. Mais en général, c'est parce que les gros média buyers, ils font tellement tourner l'offre qu'il y a tellement de gens qui se posent des questions autour de ce produit-là que ça plaît aussi au SEO. Donc, c'est-à-dire que le media buy, il nourrit aussi l'écosystème du SEO, d'une certaine manière. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Ouais, Et, en fait, les SEO viennent gratter les miettes des médias buyers. Hein. Non, mais c'est vrai, de toute façon. Ouais, Mais c'est après, vrai, c'est vrai. les montants sont dérisoires comparés à ce que se Ouais. met le média buyer. Ouais, mais il est moins, Moins risqué, par contre. Ah, bien sûr. Bien sûr. Il est moins risqué. C'est-à-dire que tu as des miettes, mais il vaut mieux avoir des miettes au bord de la table des rois, entre guillemets, C'est vrai. que de se casser les dents sur une offre que tu n'arriveras pas à performer en media buy. Clairement, ouais. Et est-ce que tu fais les deux, toi, aujourd'hui? Bien sûr. Est-ce que, justement, oui, donc, tu vas chercher les miettes de ton propre media buy, au final? Si demain, tu fais du SEO sur certains trucs que tu vas push en media buy. Alors des fois, en fait, je fais un truc, c'est que quand j'ai une petite info qui passe d'un produit qui va sortir, il y a déjà une page SEO qui est là. Une? Peut-être plus, mais un groupe de pages. il y a quelqu'un qui est au rendez-vous, en tout cas. Mais c'est des réflexes de SEO. Bien sûr. Ouais. Mais tu serais compte en privé, en réalité. Évidemment. Parce que même si on parle de miettes, la réalité, c'est que sur beaucoup de thématiques où il y a beaucoup de média buy, c'est des miettes, certes, pour les média buyers, mais pour le commun des mortels, ça c'est le magasin de gâteaux. Hein. Ouais. T'as la boulangerie. Non, en fait, le truc, c'est que sur certains produits, comme le produit dont on faisait référence avec Anto, je pense qu'Anto, t'as pris des très bonnes miettes avec ce produit-là. Pendant un mois, ça faisait en SEO pur. J'étais premier sur la marque, hein, mais premier sur la marque entre 2 et 3 000 € jour. Voilà. C'est de la belle mietasse, quand même. Sans dépenser un centime. Ouais. Et du coup, imagine ce que ramassent les média buyers aussi.
Après, Après, ça a duré 15 jours et c'est tombé et ça a jamais refait 1 euro. Mais par contre, quand t'es là au bon moment, franchement, c'est caviar, hein. Toi, tu fais OK, merci, quoi. ouais, alors après, tu as un autre problème, ça faut le dire aussi, surtout dans ces secteurs-là, c'est que tu as les providers qui te baissent la gueule. En fait, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver à pousser très fort des offres et le trafic, il est toujours aussi qualitatif et tu vois ton profit descendre, 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 descendre et tu sais qu'ils te chèvent dans tous les sens. Mais en fait, ils te tiennent parce qu'ils te disent: «Oui, mais c'est rien, il y a un nouveau qui sort» et ils te relancent sur un nouveau produit, mais en attendant, ils t'ont Ouais. vraiment chèvre dans tous les sens. Moi, ça m'est arrivé de tomber sur, des networks, peu scrupuleux qui m'ont pris beaucoup d'argent, qui m'ont jamais payé. Donc tu te retrouves avec la double peine dans le media buy. C'est-à-dire que non seulement tu as des frais importants d'acquisition, mais surtout ton retour sur investissement, il est à 0 parce que tu as des providers qui t'arnaquent, en fait. Est-ce que toi, tu as trouvé de ton côté des solutions, enfin, un moyen de lutter contre ça, quoi? Non. Le quoi? Le shave? Ouais. Tu l'acceptes, ça fait partie du jeu. Ouais, mais c'est vrai, non, mais je demande au cas où, tu vois. Mais quel enfer. En fait, t'as quand même des providers qui chèvent moins. Ouais. Après, il y a aussi un problème, c'est des fois ils utilisent des technos qui traquent mal. Ouais. Alors, je vais juste, je t'interromps 2 secondes, parce que je suis en train de me dire, même si je pense que les vrais débutants, ça fait longtemps qu'on les a perdus, le shave, pour information, c'est quand vous êtes censé être commissionné par votre partenaire. Donc, je sais pas, Franck monte un site de vélo. Non, il monte une marque de vélo, il vend des vélos. Moi, je monte un site de vélo où je vends les vélos de Franck et il me donne une commission sur chaque vente qui vient de mon site. Et ben demain, Franck, il appuie sur un petit bouton chez lui qui lui a été ajouté par son développeur. Et en fait, tous les vélos que je vends, un vélo sur 2 que je vends, par exemple, et ben c'est comme si je l'avais jamais vendu. Comme ça, Franck, il prend 100% du truc et il me cache, il ne me paye pas la commission. Et en fait, elle est invisible. C'est ça le shave. Que les gens puissent avoir une Alors, idée. techniquement, ça s'appelle la throttle. La throttle, ça se dit en français. C'est-à-dire que c'est une petite C'est option pas de qu'ils ont. l'embrayage ou c'est pas un truc de bagnole, ça? Ça me dit un truc. La throttle, là, c'est l'étranglement. C'est-à-dire que c'est un goulot d'étranglement qu'ils font ok. pour toi. C'est-à-dire que par rapport à 100% de ton trafic, il y a une partie de ton trafic qui vient chez eux. Donc ils te chèvent en fonction du trafic. Ils peuvent faire aussi ce qu'on appelle un cookie stuffing. C'est-à-dire qu'ils vont surcharger leurs cookies sur toi. Mais vu que tu es en redirection, tu le vois pas en fait. Donc voilà, et puis ça c'est une technique, le cookie stuffing, les années 2010, il y avait des choses à faire. Pour pas rentrer dans le détail. Mais un peu plus récemment aussi Ça d'ailleurs. existe encore, hein? Toujours, hein, mais c'est illégal, les gars. Oui, non mais. Non, mais bien sûr, on le fait pas. Non, c'est pour l'éducation. C'est pour l'éducation. C'est pour. Non, mais ouais, tu vois. Et c'est vrai que dans le media buy, moi, tu vois, je suis très Nutra, tous ces trucs-là. Beauté. J'aime bien. J'ai vraiment un affect pour cette niche-là. Et clairement, si tu cloques pas, n'y va pas. Vraiment. Sauf si tu veux prendre ton temps avec ton audience. Je sais pas, tu fais du lead, derrière tu fais du mail, tous ces trucs-là. Si tu veux faire du direct, ultra agressif, si tu cloques pas, le fais pas. Ton compte tiendra jamais. Soit ça passera même pas la modération, soit ça passera la modération et tu te feras suspendre. Tu n'auras même pas eu l'occasion de tester, tu vois. Du côté de là où tu fais ta ads, tu dis? Ça passera pas la modération de, par exemple, Facebook? Oui, ouais. Facebook, Ok. Native, Parce Google. qu'on est d'accord que les providers d'offres, ils s'en foutent un peu. Enfin, ils ferment quand même beaucoup les yeux sur. Ils s'en foutent pas du tout. Parfois. C'est vrai? Ils s'en foutent pas du tout? Non, ils regardent ce que tu fais surtout. Ouais, bah ils regardent pour donner aux autres affiliés ce que tu fais. Là, ils regardent bien, mais. Ils regardent pour. Alors, si tu es dans un truc. Ouais, ils peuvent donner aux autres affiliés. Ça, c'est une vérité. Mais ils peuvent aussi le faire de leur côté. Ouais. De plus en plus, il faut pas croire. Ils prennent un bon pourcentage sur toi. Du coup, c'est toi qui les finances avec les autres affiliés. Et eux, du coup, ils peuvent lancer un labo avec ce qui performe le mieux. Ouais. Et leur média buyer interne. Ouais. C'est ce que faisaient les Monads. Hein. Et c'est d'ailleurs, les Monads tournent encore. Sauf qu'ils n'ont plus le network, mais c'est tout eux qui font en interne. Bien sûr, mais il y en a plein d'autres. Hein. Bah ouais.
Ça en a plein. Mais donc du coup, c'est pour ça que les trackers, tu peux mettre des sécurités, la double méta, tu vois, en refresh, ça, ça t'évite d'envoyer le référeur à ton network. Donc ça, les bons trackers le font de base. Donc ça permet de faire une redirection, on va dire tierce, qui envoie un autre provider, enfin un autre provided, pardon, au network. Comme ça, le network, il sait pas d'où vient le trafic. Et c'est pour ça qu'ils viennent te voir en général en mode tu pourras nous montrer, alors ça arrive tout le temps, tu peux nous montrer ta page, on voudrait vérifier si elle est compliant. Bien sûr, bien sûr. Voici mon lien cloqué. Allez, va sur ma save page et regarde ce qu'il y a dedans, c'est rigolo, tu vas voir. Non, du coup, tu es obligé malheureusement d'avoir ce jeu, tu vois, où tu sais qu'il peut y avoir un regard du network avec lequel tu travailles qui peut te nuire. Et d'un autre côté, c'est bien de bosser avec des networks, je veux quand même insister dessus. Le fait de passer par du direct, ça peut poser d'autres problématiques. Celle que j'ai dit déjà, où ils te ferment le robinet au fur et à mesure. Ils veulent que ça tourne. Ils ont un espèce de turnover permanent. Et puis surtout, tu es protégé aussi par ton network. Quand tu as des impayés ou quand tu as des retards, quand il y a des trucs ou quoi, il y a du monde qui peut quand même faire le tampon. Ou te prévenir tout simplement qu'une offre, elle est un peu touchy. Là, on a des problèmes avec des affiliés. Donc du coup, on préfère te mettre sur une autre offre. Chose que tu n'auras pas si tu passes en direct, parce que eux, ils vont pas te dire que ça craint. Ils vont pas dire, par exemple, qu'ils ont un problème avec leur MID, donc leur système de paiement, que les formulaires passent plus, parce qu'il n'y a plus de commandes qui passent parce qu'ils se sont fait, bannir ou suspendre. Et du coup, toi, tu envoies du trafic comme un gros malade, et puis tu es là, mais putain, je convertis 0, je comprends pas. Tu testes toi-même et tu vois qu'il n'y a rien qui passe. Donc c'est bien d'avoir un network qui fasse un peu le tampon pour ce genre de choses. Pareil, qui te facilite au niveau des paiements. Tu peux avoir soit plus de choix dans la manière dont tu vas être payé, soit aussi des paiements plus courts pour certains. Où ils ont tellement de volume sur tellement de choses qu'ils peuvent se permettre de te payer à la semaine ou à quelques jours quand tu as un gros... Et ça, c'est important en MediaBuy. C'est ultra. Il faut ton cash flow. Ouais. Le nerf de la guerre. Ouais. Le nerf de la guerre. Après, Facebook, tu vois, moi, ça me fait marrer. Tout le monde dit Facebook, c'est mort et tout. Qui le croit. Que ces gens-là le croient. Et qui le fassent croire aux autres. Vraiment. Facebook, ça sera jamais mort. C'est je pense, La meilleure source c'est de au trafic. contraire. Si vous êtes débutant, allez sur Facebook. Si vous êtes débutant, allez sur Facebook. Vous avez les intérêts des gens. Vous avez tout de suite moyen de mettre en application tout ce qui est dans votre tête, entre guillemets, sans que ça vous coûte trop cher. Et si ça se fait péter, on peut se racheter des comptes très facilement. Aujourd'hui, c'est un moyen accessible pour un débutant de faire du media buy. Je déconseillerais à un débutant de se lancer direct dans le native, par exemple. Native, il va se faire éclater l'olive. Mais pareil, c'est comme si tu disais à un mec qui fait Google Ads, vas-y, fais du display. Bonne chance. Et sur Facebook, pour info, alors ma question est peut-être un peu large, mais est-ce que la vidéo, c'est toujours ce qui fonctionne le mieux ou ça va dépendre de ce que tu mets en avant? C'est complètement aléatoire. Tu peux avoir une vidéo qui performe comme une image statique qui performe. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... En fait, à partir du moment où tu accroches le regard, ce qu'on appelle des creative teasers, tu es là pour teaser. C'est comme une bande-annonce, quoi. Tu as envie de voir la suite. Ce que je dis toujours, c'est il faut que ça gratte l'audience. Gratter dans le sens il faut que je sache. Il faut que j'aille voir. Et c'est comme ça que tu trahis ton CTR. Donc, le secret à découvrir pour... Non, mais des fois, c'est des trucs tout cons. Tu vois, un truc qui marche bien dans le Nutra, allez, on balance. Un truc qui marche bien dans le Nutra et qui a été longtemps utilisé dans la presse People et qui l'est toujours et qui a été très tendance aussi pendant des années sur YouTube, c'est le cercle rouge au milieu de la photo. Sur un détail. La petite flèche qui te montre un truc. Ton œil, il est obligatoirement attiré dessus. Et si c'est bizarre, parfois c'est bizarre, tu vois, tu fais du Nutra, tu vois 2 sachets de thé,
sur une table, un mec qui a l'air éclaté et une flèche sur les sachets de thé, tu dis qu'est-ce que c'est ce truc-là? Mais dans ton cerveau, il se passe un film où tu te dis, il faut que je sache. Et si tu apprends derrière que ceci, cela t'aide dans ta vie, machin, non. Bref. Et ben, en gros, tu as déjà gagné une première partie. Tu as fait 30% du boulot, c'est d'amener ton audience sur ta money page. Une fois qu'elle est sur ta money page, ou tes money page, il vaut mieux en avoir 3, les gars. Et avec les trackers, ce qui est bien, c'est que tu peux faire 33, 33, 33, ce qui fait que ça va splitter naturellement ton trafic sur chaque page. Donc tu vas pouvoir A/B tester. Du coup, tes advertoriales avec des angles différents. Et tu sauras quelle est celle qui performe le mieux et travailler sur celle qui performe le mieux. Et comme je disais tout à l'heure, tu vois, c'est que des éléments que tu mets les uns à côté des autres et que tu vas essayer de te dire, ok, c'est le bordel au début et j'ai besoin de comprendre comment je peux rendre ce bordel viable. Et tant que c'est dans ta tête, c'est que de la spéculation. Tu peux pas savoir. Tu Et peux que le t'imaginer. fait d'en avoir 3, c'est uniquement pour la testing ou il y a d'autres raisons de pages C'est juste que tu as beaucoup de biais cognitifs sur une seule advertorial. C'est-à-dire que tu te dis, ok, là, ma promesse, elle est bonne, ma proposition de valeur, elle est bonne, mon storytelling, il est bon. Et en fin de compte, tu dis, ok, je vais jouer que là-dedans. Non. Celle-là, elle est bien, tu la mets de côté. Maintenant, tu reprends à 0. Et tu te dis, je mets un nouvel angle. Un truc qui n'a rien à voir. Et tu dois retrouver de l'affect pour cette nouvelle partie. Donc, tu retravailles à partir de 0, mais qui doit rien avoir avec l'autre. Et tu fais la même chose pour la 3e. Et en fait, pourquoi? Parce que dans le media buy, ce qui est facile, c'est d'espionner les autres. On n'en a pas parlé, mais il y a des spy tools, bref, il y a plein de façons d'espionner les autres. Mais entre ce que tu vois qui fonctionne et le travail qui a été mis derrière, si toi tu te mets à copier bêtement les gens, tu comprendras pas ce qui marche et surtout tu comprendras pas pourquoi toi ça marche pas. Donc il faut rentrer dans ton produit, faut vraiment bosser son copywriting à fond. Faut pas avoir peur de se mettre à fond dans le copywriting. Et j'ai envie de dire même dans le SEO, les gars. Même dans le SEO, chose que les SEO de base ne font pas. Ce que j'allais dire, ils savent pas faire. Ouais, mais il faut parce que même si toi, tu as moins de trafic qu'un mec au-dessus de toi, bah, ça se trouve, tu convertis 10 fois mieux que lui. Ouais, c'est sûr. Parce que toi, ta page, elle est optimisée pour la conversion. Et pour le media buy, c'est indispensable que tu aies des angles d'attaque différents. Tu vois, même au niveau de tes créas, il faut tester des choses. Mais ça, c'est autre légende urbaine, ça sert à rien de tester 50 000 créas. Ça sert à rien, les gars. Déjà, dans le native, quand tu fais 3 images et 3 titres, tu as déjà 9 créas. Parce qu'il va tester les combinaisons de chacune. Donc, si tu commences à en rajouter, je te raconte pas le calcul qu'il y a à faire surtout et le budget qu'il te faut pour avoir suffisamment de traction pour te rendre compte derrière de qu'est-ce qui fonctionne mieux que quelque chose d'autre. Donc, il vaut mieux avoir 3 bonnes advertoriales dans ta tête. Ça reste bon. Avec 3 angles et quelques créas que tu vas challenger entre elles. Et tant que tu n'as pas trouvé la bonne créa ou le bon moyen d'amener ton trafic sur tes advertoriales, déjà travaille sur ça en premier. Et ensuite, tes advertoriales. Et tu sais ce qui attire les gens, maintenant, il faut la rétention. Une fois que tu as la rétention, tu optimises ta conversion. Comment aujourd'hui, c'est toi qui fais encore ton copywriting ou pas? Ouais. Ouais. Parce que tu as du mal à déléguer ça à quelqu'un qui aura la même vision que la tienne? Enfin, parce qu'en fait, le truc, c'est que toi, t'en as tellement fait, t'en as tellement mangé, je suppose, que maintenant, ça doit sortir un peu comme Ouais, ça, ça sort quoi. tout seul. J'ai mes patterns, mais surtout, il y a les IA, en fait. Ouais, ok. Les IA, moi, j'utilise beaucoup Perplexity en ce moment, je sais pas si vous connaissez, qui agglomère, enfin, qui intègre Claude et ChatGPT en même temps, et qui est un agent qui va faire des recherches et tout, et à qui tu peux donner quand même pas mal de contenu à bouffer. Et moi, je lui donne des trucs à moi. Ok. Comme ça, il se forme à ta façon de faire, en fait. Enfin, l'IA apprend, toi, ce que tu considères comme un bon copywriting, Ouais. et je suppose qu'après, t'as plus qu'à lui donner un angle et il va partir dessus. Ouais, et des fois, je le challenge pour qu'il me trouve des nouveaux angles. Je lui donne Ok. des concurrents à bouffer. Ok. En fait, c'est l'assistant qu'on a toujours voulu avoir, parce que c'est celui que tu n'as pas besoin de former, Ouais. et qui te coûte 0.
C'est-à-dire Complètement. que tu vois, moi, j'ai plein de personnes avec qui j'ai aucun problème pour sous-traiter. Pour le SEO, mes textes, ils ont jamais écrit un texte quasiment pour mes sites en SEO. C'est souvent, sauf pour le copywriting où je vais être très, très strict sur certaines choses, mais c'est sous-traité. Les créations de comptes, le farming et tout, je me fais pas chier avec ça. Il y a suffisamment de providers qui proposent à des prix dérisoires. Mais encore une fois, tu es toujours sur le qualité. Est-ce que tu mets le prix pour la qualité ou pas? Tu vas acheter un compte Facebook, tu en as à 15 centimes des comptes Facebook. Ouais. C'est de la merde. Si tu as un bon compte Facebook, tu vas devoir dépenser 30, 40, 50 balles, tu vois. Mais ils ont une vie, ils ne feront pas défoncer la tronche quand tu vas faire ta première pub. Ok. Enfin, on est toujours sur le même rapport, en fait. Et que ce soit pour le SEO, le Media Buy ou n'importe quoi, c'est quelle est ta part d'investissement dedans, que toi, tu es capable, ta zone de génie, entre guillemets, là où tu te sens le plus à l'aise, où tu es bon dedans, tu es capable d'apporter, vraiment. Et qu'est-ce que tu es capable de sous-traiter et à quel prix tu es capable de le sous-traiter, tu vois. Euh, Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir d'être solopreneur. Mais si demain tu veux être un gros média buyer, il faut une équipe. T'as pas le choix. C'est même pas envisageable humainement en fait. Il y a tellement de gestion que tu peux pas gérer à toi tout seul tout en fait. Mais si tu veux vivre ta vie tranquille, prendre l'argent que tu as à prendre et profiter de ton temps, le Media Buy peut te le permettre sans aucun problème. Alors C'est- justement, moi, ça rejoint parfaitement une question que je veux te poser. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on apprécie. Quand je dis on, c'est tous les gens qui font de l'édition, puis tu es bien placé pour le savoir. Il y a quand même ce côté où, même si c'est pas éternel, ça peut vraiment être pérenne, ça peut durer dans le temps, et ça peut avoir ce côté avec une vraie passivité, ou presque, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible en Media Buy? Et j'ai deux questions en une. Déjà, est-ce que toi, tu as par exemple, tu as parlé des networks, de la difficulté avec certains networks de temps en temps, tu te fais shave de temps en temps, ça t'est arrivé de pas te faire payer, etc. Est-ce que toi, tu as des partenaires de longue date, des networks avec lesquels tu travailles depuis longtemps et en qui tu as vraiment confiance? Première chose. Et deuxième chose, aujourd'hui, est-ce que pareil, est-ce que ça existe d'avoir des offres en Media Buy qui ont une durée de vie importante et quelle est à peu près la durée de vie moyenne d'une offre en Media Buy? Alors, ça fait beaucoup de questions. Il y a des networks qui ont ma confiance, mais ça ne veut pas dire que je tourne qu'avec eux. Parce qu'il y a une saisonnalité dans les offres. Faut être honnête. Dans le Media Buy, comme on en parle depuis tout à l'heure avec les offres dont on fait référence depuis tout à l'heure, c'est des offres qui expirent. C'est des offres qui, une fois rincées, il faut une nouvelle offre, Une fois un qu'ils ont nouveau tous produit. mis le petit Michel Simès sur Keto, le classico, bah, elle marche Laurence plus. Broccolini. Voilà. Non, voilà. Amel Bent, je peux te sortir tous les blazes. On les connaît. En fait, c'est surtout que le produit, il est vu, revu, revu. L'audience, elle est rincée. Ensuite, il y a des problèmes sur certains produits. Et surtout, il y a aussi des gros scams, faut être honnête. Donc, résultat, il y a des images de marque pourries sur plein de produits. Donc, il y a forcément des produits qui meurent du jour au lendemain, entre guillemets. Tu as des fois, tu reçois un mail qui te notifie à 8h00 que l'offre que tu es en train de tourner, ce soir, c'est fini. Des fois, ça te dit, c'est fini. Des fois, tu le sais, parce que dans la nuit, tu as fait 0. Donc, et c'est pas le network, le fautif, c'est le provider derrière qui ferme, parce que, comme je disais, il y a problème de paiement, ce genre de choses. Dans le Media Buy, c'est suffisamment large pour que tu puisses trouver, sans forcément passer par des networks, des partenariats qui peuvent être à long terme. Le Media Buy, c'est pas uniquement de l'affiliation avec un tracker et un postback, tu vois. Ça peut être du lead, et tu peux faire du lead avec des boîtes. Et en fait, ton boulot, toi, c'est de faire du Media Buy avec ton acquisition en lead et vivre ta vie, voilà, du panneau solaire. Ça fait très 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 longtemps que ça marche bien le panneau solaire, tu vois.
Ouais, il y a eu la phase Euh, pompe à chaleur qui a tourné fort aussi. mais pompe à chaleur, laisse Qui tomber. tourne toujours d'ailleurs fort, je pense. Ouais, Pour tourne ceux qui Tourne toujours. sont bons. toujours. Maintenant, c'est des packs, hein, c'est des packs, hein. Ils te font le solaire, la pompe à chaleur, ils te font tout, hein. En fait, si tu regardes autour de toi, tous les jours, sans exception, moi, il n'y a pas une journée où quand j'allume la télé, je vois un article passer, j'ai une discussion, j'entends des gens dans la rue ou quoi, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une putain d'idée de niche derrière. Mm. Et tu vas regarder, est-ce qu'il y a des gens qui achètent de la pub dessus? C'est aussi con que ça. Est-ce qu'il y a des gens qui achètent de la pub? S'ils achètent, c'est qu'il y a un marché. C'est-à-dire que c'est le fact-checking le plus simple de la Terre. Ils sont dessus, c'est qu'il y a un marché, les gars. Est-ce que je peux leur prendre un morceau? Certainement. Comment? Bah, à moi de bosser dessus. Est-ce qu'il y a des networks? Peut-être. Est-ce qu'il n'y en a pas? Pas grave. Est-ce qu'il y a des boîtes derrière? Sûrement. Est-ce que je peux pas, moi aussi, de mon côté, tu vois, faire mon petit bonhomme de chemin pour créer quelque chose qui va durer dans le temps? Il y aura forcément toujours des gens qui auront besoin de choses récurrentes. Sans entrer dans le détail. Et puis surtout, il y a tout le temps des nouveautés. C'est Google qui dit qu'il y a tout le temps, je sais plus, 12% de nouvelles recherches par an au niveau mondial. Enfin, je sais plus ce que c'était, la stat. Mais c'est qu'il y a tout le temps des nouveaux mots-clés. Il y a tout le temps des nouvelles choses. Donc, d'un côté, tu as des trucs où il y a des dinosaures dessus. Et de l'autre côté, il y a forcément des nouveaux marchés qui arrivent, qui sont émergents, et qui vont peut-être te faire vivre pendant 10 ans. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, c'est où tu te places. Si tu fais du content looking sur CPA Grip, les offres, elles tournent très très fort dessus, parce qu'il y a un turnover de malade. Si tu vas sur un network, sur Max Bounty, qui est un des plus connus aux US, tu as tellement d'offres dedans, tu as du lead, tu as du sale au niveau e-commerce, tu as du CPA avec du Nutra, tu as plein de choses. Ok, c'est pas celui qui paye forcément le mieux, mais c'est celui qui te sert le mieux. Et des comme lui, il y en a des centaines, des milliers même, j'ai envie de te dire, entre ceux que tu connais, ceux que tu ignores, et les providers qui sont derrière, qui ont d'autres trucs sous le capot, qui diffusent pas au network et qui réservent qu'à leurs meilleurs affiliés. Donc ça, c'est dans l'industrie de l'affiliation. Et quand tu sors de l'industrie de l'affiliation, tu as le lead, tu peux avoir des deals en direct avec des boîtes. Et là, je te parle pas du e-commerce et tout ce qui va derrière. Donc le media buy, c'est très très large. Je sais pas si ça répond à ta question. Ah non, c'est bien, ça y répond bien. Et toi, tu bénéficies aujourd'hui, par exemple, typiquement le fait de bosser en direct avec des e-commerce, ou alors tu restes principalement sur des networks pour Non, faire j'ai du les media deux. buy. T'as J'ai les les deux. deux. J'ai des offres en direct. Très cool. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est comme pour le SEO. Faut le voir comme le SEO. C'est-à-dire que si tu as un intérêt pour quelque chose, tu te passionnes pour quelque chose, il y a peut-être moyen d'aller chercher une attractivité dessus. Tu peux même t'amuser, tu vois, tu te dis, ok, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je teste un nouveau canal d'acquisition, tu vois? Tu te dis, tiens, moi, j'ai jamais fait de TikTok, je vais faire du TikTok. Ok, tu vois que c'est Facebook Ads, quasiment la même interface avant que ça devienne méta. Euh, et, euh, et au final, bah, tu peux t'amuser sur TikTok en disant, ok, moi ça, je sais que je peux avoir de l'attraction sur TikTok, je vais te pousser comme un grand malade, et tu te feras tes armes dessus. La différence que tu as avec un network, c'est que le network, lui, il va te dire telle offre fonctionne. Ouais. Là, toi, quand tu pars sur un truc en direct ou un nouveau marché ou quoi, il faut que tu as tout à prouver. Tu as tout à créer, entre guillemets. Donc, c'est deux approches, tu vois. Mais il n'y en a aucune de meilleure par rapport à une autre. Ça va dépendre de là où tu as envie de te placer. Excellent. Et moi, Ah. j'avais une question juste pour revenir sur un tout petit peu sur le copywriting. Est-ce que quelqu'un qui nous écoute, parce que moi je trouve que le copywriting c'est vraiment un des trucs qui est impressionnant, important et très délaissé, on va dire, malheureusement. Même si aujourd'hui, par exemple, sur Twitter, on a un peu cette grosse vague de nouveaux copywriters qui sont là, qui en parlent et qui le présentent. Est-ce ChatGPT, que... les copywriters de ChatGPT. Ouais, C'est les c'est ça. copus, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, c'est que t'en as qui sont des vrais bons copywriters, mais t'en as beaucoup, je pense, qui sont bien claqués. Les flûtistes. Les flûtistes, ouais. Des petits flûtistes. Est-ce que pour toi, par exemple, avoir appris la psychologie est obligatoire pour faire du copywriting ou pas?
Est-ce que quelqu'un qui n'a pas au moins des bases en psychologie peut faire du copywriting ou c'est mort? Et qu'il faut vraiment apprendre la psycho, comment fonctionne un être humain, quels sont ces points qui vont le trigger et qui vont le pousser à vouloir en savoir plus, et, et comment raconter une belle histoire, parce que c'est souvent ça le copywriting, c'est une belle histoire. Ouais, ouais, le storytelling dans le copywriting. En gros, c'est une bonne question. Je pense que c'est surtout ton caractère. Si tu as tendance à être assez porté sur l'autre, c'est-à-dire que tu vas t'intéresser aux gens, tu vas t'intéresser à comment ils pensent, tu vas rentrer un petit peu. Moi, il y a un jeu que j'adore faire depuis que je suis gamin, c'est regarder ce que les gens ils achètent. Tu vois, tu vas en course, tu regardes ce qu'ils ont dans leur caddie et tu te demandes pourquoi ils l'ont acheté. Et tu te fais un film. Et tu te dis, tiens, comment moi je me placerais pour lui vendre ça avant qu'elle en ait besoin. Et en fait, si déjà toi, tu as du mal à sortir de ta zone, à être un peu observateur, à regarder ce que les gens font, comment ils peut-être pensent, il faudrait, je pense, que tu lises des bouquins. Pas que des bouquins estampillés copywriting, qui vont être souvent des bouquins techniques où on retrouve les mêmes frameworks, les mêmes approches et compagnie. Des fois, ça peut être du développement personnel. Ça peut être aussi de lire des histoires. Hemingway, c'était un excellent copywriter. Mais le mec ne faisait pas de copywriting. Le mec te raconte des histoires, il te détaille un truc, il te détaille, je sais pas moi, un café, t'as envie de boire un café. Parce qu'il va mettre les bons mots, il va comprendre le contexte qu'il y a autour, et il va réussir à te donner envie du truc. Et si tu sais lire entre les lignes, et que tu te dis, tiens, c'est intéressant cette approche, c'est en gros s'intéresser au monde qui t'entoure. Et le parallèle avec la psycho, dans tout ce qu'on fait, il existe. Il y a toujours un humain en face. Il y a toujours un petit cœur qui bat. Tu as toujours un mec, une femme, enfin un jeune, un petit vieux ou quoi, qui va tomber sur ta créa ou tomber sur il va taper le mot-clé, il va tomber sur ton contenu. À quel moment tu rentres dans sa tête? Et surtout, qu'est-ce que tu y mets dans sa tête? Et c'est pour ça que l'approche du copywriting, elle est indispensable. Tu peux passer ton temps à être le plus gros techos. Tu vois, on aurait pu parler cloaking, machin, tous les trucs de fou furieux, de technique. Si tu es une pompe en copywriting, tu seras éclaté en fait. Je préfère être mauvais techniquement et excellent copywriter qu'être un excellent techos et éclaté en copywriting. Aujourd'hui, tu as ChatGPT qui va t'aider. Mais si tu sais pas lire à travers ChatGPT, c'est comme un développeur qui lit ce que ChatGPT fait, qui dit non mais là il dit des conneries là. Là c'est trop léger. Avec ça tu peux pas faire marcher ton tool. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il va te manquer des morceaux que toi, si tu prends le recul de peut-être déjà travailler sur toi, la première chose à faire, c'est de travailler sur soi. Qu'est-ce qui fait que moi j'ai acheté ce truc-là? Pourquoi ce truc-là il m'a hypé? Et qu'est-ce qui a fait que là maintenant tout de suite j'ai sorti ma carte bleue? Rien que ça, c'est un premier jeu rigolo. Le deuxième jeu, c'est l'entourage. Je sais pas, ta femme ou tes parents ou quoi, ils achètent un truc et tu leur demandes pourquoi ils l'ont acheté. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont choisi ça plutôt que quelque chose d'autre? Donc tu deviens le copywriter qui se pose des questions, mais tu deviens l'intervieweur de ceux qui l'ont acheté en fait. Donc les informations que tu prends, elles peuvent te nourrir dans ton futur copywriting en mode ah, tu vois, le processus derrière. Moi, ce que j'adore faire, c'est ce genre de jeu, et même au niveau technique ou quand je discute avec d'autres personnes, que ce soit des médias buyers ou des SEO, et ce que je kiffe, c'est me mettre très très bas, juste pour essayer de rentrer dans la tête de la personne. Je pose des questions qui peuvent des fois paraître débiles, mais juste pour voir comment la personne elle répond. Et comment elle répond, ou comment elle fait tel truc, ça me permet, de l'apprendre à mieux connaître cette personne, mais ça me permet de voir comment elle appréhende ce qu'elle est en train de faire. Tu l'as fait avec nous, ça? Je vais pas dire les noms, mais il y en a un ici. S'il est malin, il va savoir que j'y ai posé 2-3 questions où il peut se dire putain. Je vais pas dire les noms, mais il laisse pousser sa barbe en ce moment. Et non, mais tu vois, c'est hyper important. J'adore faire ça parce que
faut toujours être assez humble et prendre du recul sur tout. En fait, t'as beau avoir vachement d'avance sur les gens, la façon dont une personne rentre dans quelque chose que tu connais parfaitement, tu la laisses découvrir avec ses yeux et que tu te mets à son niveau, ben en fait, t'apprends plein de choses. T'apprends plein de choses parce que tu peux te dire, ah ouais, bah tu vois, elle voit ça comme ça. Alors c'est une énorme connerie ou c'est une bonne idée, mais parce que moi j'ai de la bouteille, je vois plus comme ça. Et le fait de revoir avec des yeux un peu plus débutants, si tu le fais sur tous les marchés, pour les offres que tu veux lancer, tu auras forcément des angles que les autres n'ont pas. Tu auras une vision, tu vois, d'approfondir le truc. Tu vas approfondir dans le copywriting, mais consulte Doctissimo, quoi. Je veux dire, tu veux voir des gens qui se croient malades de tout et n'importe quoi, mais tu vas te régaler. Je veux dire, on rentre dans des sphères psycho qui sont complètement dingues. Tu vas dans des forums spécialisés dans la niche dans laquelle tu es, et tu peux, ici et là, sortir des choses, même pour ton SEO, tu vois. Sortir des choses qui vont te dire, ah putain, attends, là, il y a quelque chose à faire. Peut-être que quelqu'un n'avait pas vu ça comme ça, mais moi, je vais le proposer. Et du coup, le copywriting, indispensable. Les livres en psycho, pas forcément, mais pourquoi pas? Tu vois, rien que de la communication efficace, des livres en PNL, des anciens. T'es pas obligé de te farcir des trucs imbuvables de doctorants ou quoi. Même des livres pour enfants. Je te dis n'importe quoi, mais l'art de raconter une histoire, les arcs narratifs, c'est des frameworks. Ça s'apprend, tu vois, le voyage du héros, toutes ces choses-là. Et ça va te servir pour tout. Copywriting, au niveau SEO, au niveau du mail, au niveau de tes pubs, au niveau de tout. Il y a un podcast qui est vachement intéressant et qu'on conseille, je crois, parce que il me semble que Franck l'a écouté aussi, de Romain Bouvet chez Alec Henry. Donc c'est un mec qui a fait une thèse en psychologie, enfin il a fait des études de psycho très très poussées. Et aujourd'hui, il fait du consulting pour des entreprises pour les aider justement à mieux vendre. Je vous la fais très très courte. Et pour info, pour ceux que ça intéresseront, que ça intéressera, vous pouvez commencer à écouter à partir de 40 minutes, si je dis pas de bêtises. Le début est un peu long à démarrer et ça devient vraiment assez intéressant et ça complète un peu, ou en tout cas c'est un complément assez chouette à ce qui vient d'être dit ici. Alors pour information, on n'est plus très loin de la fin du podcast. Anto, est-ce que tu as des petites questions avant de clôturer? Oh, non. Il a tout répondu, le chef. Je sais que j'ai été sondé, c'est tout, mais voilà. Gentiment. Non, c'est intéressant parce que tu posais pas mal de questions. Et sur le secteur dans lequel tu te lançais, c'était intéressant de voir comment tu processais. Et toi, Franck, t'as des trucs? Ouais, moi j'avais encore plein de questions, mais si je continue, on en a pour au moins une demi-heure de plus. Donc. Vous voulez faire des épisodes? Vous voulez faire des podcasts? On fera une série sur Bastien. On pourra faire une série sur toi. Une partie 2, une partie 3. Non, avec plaisir. Alors, d'ailleurs, on tient aussi à vous l'annoncer, même si on n'a pas encore annoncé tout le monde mais Bastien sera l'un des speakers au Wizards Event. On a aussi cet honneur-là, donc on est vraiment super content. Wizards Event, qui on le rappelle, aura lieu début février et ça risque d'être sacrément serré niveau place. Donc voilà, mais on communiquera par mail à tous les gens préinscrits dans les jours qui viennent. Et je pense du coup que si on a fait le tour et qu'on est dans un timing plutôt intéressant pour un podcast, qu'on peut à nouveau, Bastien, te remercier. Merci beaucoup pour ta Je peux juste rajouter un truc justement par rapport à la chaîne YouTube de Bastien. Pour ceux qui nous écoutent, moi il y a des vidéos que j'ai vraiment beaucoup aimées qui sont celles où tu repars de zéro. Et en fait ce qui est cool dans les je repars de zéro, c'est que tu prends des thématiques qui sont compliquées, CBD, dating par exemple, et que tu fais bien la séparation entre comment tu repartirais en SEO et comment tu repartirais en media buy. Et je trouve ça intéressant d'avoir une personne comme toi qui connaît les deux angles et qui attaque différemment les deux trucs. Et je sais que dans ceux qui nous écoutent, parce qu'on a déjà eu un podcast sur le media buy qui avait intéressé les gens, sans doute parce que c'est un univers en plus qui est pas forcément ultra connu. Et ta chaîne YouTube parle quand même vraiment bien en détail de ce genre de trucs. Et c'est quand même relié au SEO. Donc je trouve ça
intéressant et j'invite les gens qui auront écouté le podcast jusqu'à maintenant d'aller voir ta chaîne qui sera évidemment en description et notamment ces vidéos que j'ai trouvé vraiment très très cool et qui moi me parlaient beaucoup en tout cas. Mais écoute, je te remercie. C'est vrai que j'essaye de faire un parallèle parce que je sais d'où je viens. J'ai commencé par le SEO. Donc, et puis il y a toujours une part du SEO dans ce que je fais. Et puis ça permet aussi de montrer que la voie, elle est libre des deux côtés. Tu vois, tu veux faire du SEO, tu peux te lancer dans ce marché-là dans le SEO. Et si tu veux faire du media buy, il y a un canal d'acquisition que je recommande si tu veux te lancer dedans, quoi. Trop bien. Bah encore, écoute, merci encore Bastien pour ta présence ici, c'était très chouette. Mais écoute, merci. moi je vous remercie. J'ai passé un bon moment. J'étais assez bavard. J'espère que ça Bah, va plaire. c'est très bien, c'est super. En général, quand on a des invités qui ont plein de choses à dire, on parle moins, mais c'est tout aussi bien. Les gens ont l'occasion de nous écouter faire de longs discours, de longs monologues aussi de nos côtés sur d'autres podcasts où on est tous les trois, donc il n'y a aucun souci, bien au contraire. Merci encore, merci à vous qui nous avez écoutés durant ce podcast. On vous rappelle, pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de mettre les petites étoiles sur Spotify ou les autres plateformes d'écoute. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like sur YouTube, un petit message en commentaire pour réagir à un élément de la vidéo ou tout simplement pour soutenir le référencement de la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut! Ciao, ciao. Salut.